pour présenter Carole, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense que tout le monde la connaît ici. L'idée, c'était qu'au Club des éléphants volants, on voit les acrobates faire leurs évolutions, surtout des VRL, mais ils forment un monde un petit peu à part. Et l'idée de la réunion de ce soir, c'était de présenter un petit peu aux non-acrobates tous les mystères de cette discipline. Donc, je laisse. Alors, vous avez vu, Carole est un petit peu enrouée, donc vous écoutez religieusement, et si vous avez quelque chose à demander, bah, vous levez la main. Hein, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Comme à l'école. Ouais, c'est trop bien. Bonjour Charlie. Ouais. Ça y est, j'ai déjà pété l'ordi. Hop, tout va bien. Ça part bien, bravo. Bon, c'est trop cool. Donc, vous avez vu dans la salle, il y a des parapentistes normaux et des acrobates. Et du coup, l'idée, c'est qu'on fasse une petite présentation. Parce que je me suis blessé il n'y a pas longtemps, du coup, j'ai eu du temps pour m'enfermer à la maison, pour commettre ce que vous allez voir. Et l'idée, après, surtout, c'est qu'on fasse une soirée de partage, d'échange. Ça veut dire qu'on a un petit paquet quand même ici, là, dans la salle, à bidouiller les ficelles. Et du coup, je pense que déjà, entre nous, c'est toujours des sujets d'échange, de partage. Mais ce que disait très bien Daniel, c'est que on ne fait pas tous et du cross, et enfin, on ne fait pas tous toutes les disciplines, on n'a pas tous toute l'approche de tout ce que peut offrir le parapente. Et forcément, ce que je vais vous dire, ce n'est pas du tout parole d'évangile. Ça veut dire, je vais essayer d'être dans le juste, hein, mais déjà, peut-être qu'il y en a qui vont dire à la fin, non, mais je n'ai pas la même vision, je n'ai pas la même expérience, apporter leur pierre à l'édifice, il n'y a rien de figé. Hein. Et du coup, voilà, on fait une vraie première partie où je fais cette présentation, et puis après, ça a vraiment un moment de partage, parce que je peux vous dire qu'il y a du moment dans la salle, et ça fait plaisir. Il y en a qui font des flat styles tout infinites. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est quoi ça ? C'est un truc qui se fait pour la première fois en général au lac de Garde, et au moment où tu le fais, tu enlèves le cerveau. Et... Bon, l'idée, globalement, si on est là, c'est que le parapente acrobatique, la voltige, c'est globalement quelque chose qui se résume à des rotations. Hein, globalement, on fait des rotes. Okay, donc, on a un bilan carbone qui est probablement le plus mauvais bilan carbone de tout le parapente. C'est-à-dire, on est juste l'antithèse du marché vol. Vous voyez, par contre, on n'est pas des méchants. On est des vrais gentils. À part le bilan carbone, on est vraiment des gens bien. D'accord ? Et donc, globalement, je ne vais pas vous faire le coup du plan, mais c'est un peu ça l'idée. Alors, pour vous présenter un tout petit peu celle qui se présente ce soir et qui vous fait la présentation, donc je suis tout ça. En fait, j'ai plein de surnoms horribles. Dedans, il y en a un qui est interdit, c'est Tata. Alors, ok, c'est clair ? Donc, si quelqu'un m'appelle Tata, ça fait 23 ans que je travaille à Paris, que je bosse à Paris, que je vis à Paris, que je suis à moitié grise. Et du coup, ça fait 7 ans que je prends des couleurs savoyardes et que je profite d'une vue sur le massif des Bauges et que je suis amoureuse de la région. Du coup, globalement, j'ai un peu une double vie depuis quelques temps. Et ça fait que quand je ne suis pas comme ça, je suis comme ça. Ce qui est beaucoup moins bien. Sauf quand tu as le Covid. Mais si tu n'as pas le Covid, ça ne sert à rien, d'accord ? Et du coup, je fais beaucoup de trains, je suis fatigué, je suis donc la moitié de ma vie en burn-out, quoi. Genre, j'arrive le vendredi soir à 11h ici et du coup, je me dis juste, essaye de dormir. J'ai dormi 4 heures, je vais voler, je suis fatigué, tout ça. Et vous allez voir, ça a sa petite importance après. Globalement, j'ai fait mon premier grand vol de parapente en 2015 en Afrique du Sud, premier CIV en juin 2017 à Annecy, Cubi en août 2019, et j'ai commencé vraiment l'accro en fait quand j'ai pris une Émilie, ce qui est évidemment pas la bonne méthode, il y a 3 ans. Mais voilà, en fait, si on faisait tout bien, ça serait pas drôle, ça serait vraiment pas fun. Alors, l'accro, c'est pour qui ? Puisque vous voyez bien qu'a priori, je bosse à Paris, je vis à Paris, je commence le parapente il y a à la fois longtemps, pas longtemps, je vole peu. L'accro, c'est pour qui ? Globalement, on est d'accord, le parapentiste a un déficit d'image. Hein ? Bon, dans la salle, il y en a un qui fait et de la gym et du parapente. Autant vous dire que dans sa tête, c'est pas simple. D'accord ? Mais bon, globalement, le parapente, c'est pour tout le monde et l'accro, c'est pour tout le monde. Si je devais donner même vraiment un conseil, c'est que l'accro, ça va, ou en tous les cas le pilotage avancé, la voltige, le freestyle et tout,
c'est vraiment le moyen d'aller découvrir ce qui se passe quand tu fusionnes un peu avec ton aile et que tu commences à jouer et plus voir ton parapente comme un grand monstre qui te fait peur et que c'est quand même toi qui commences à le piloter vraiment. Voilà. Et dans tous les cas, mon ressenti, c'est ça. Alors évidemment, on pourrait dire que c'est un truc de mec. Non, c'est pas tellement genré, hein, l'accro. Alors c'est pas genré, mais il y a quand même une petite réalité au niveau du biscotto. Oui, cet homme est là. Il peut te dénoncer, c'est lui le gymnaste. Et mais il n'y a pas que les bonhommes, il y a aussi des copines qui ont des biceps qui font le double. Bon, elle a juste été championne d'Europe d'escalade. C'est pas juste, quoi. Et du coup, toi, tu arrives et tu es censé avoir la même puissance de truc, parce qu'il y a un côté physique qui joue, mais en vrai, pas tellement. Alors j'ai essayé d'écouter les trucs, de partager. On sait très bien qu'il y a la commission féminine et tout. Ouais, girl power et tout. Bon, clairement, en accro, la France, on peut se la péter. Parce que dans les meilleurs pilotes mondiaux, là, vous avez le top mondial, le classement du top mondial des pilotes dans l'ordre. Hein. Et comme vous pouvez le voir, dans les 16 premiers pilotes, il y a quand même 7 Français. Dans les 16 premiers. C'est sur toute la planète, parce que ça vole un peu partout quand même. Donc, sur les 16 meilleurs, il y a 7 Français. Et dedans, il y a une fille qui est allemande et une qui est française, Maud, qui nous manque. J'aurais adoré qu'elle soit là ce soir. Elle est encore un petit peu en train de cicatriser, mais elle va vraiment bien. Donc, dans pas longtemps, elle sera là. Non, mais sinon, c'est vrai, voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Et du coup, voilà, ce soir, ça fait partie des personnes à qui j'ai beaucoup pensé quand j'ai préparé la conf. Et du coup, c'est quand même classe de dire que dans les 16 meilleurs pilotes mondiaux, il y a 2 nénettes. Maud, normalement, elle a un classement qui est encore meilleur. Ça, c'est son classement là, alors qu'elle n'a pas fait les compètes de début d'année. Hein. Donc, c'est pas genré. Voilà. Par contre, il faut avoir la patate. Alors, globalement, on sait tous que, ouais, non, mais n'y va pas, c'est dangereux, c'est moche, c'est pas pour toi, tout ça. Pas possible. L'accro, moi, clairement, déjà, le parapente, c'était pas pour moi. Je m'étais dit, déjà, fais un vrai sport, fais du vélo, un truc où tu vas pas mourir tout de suite. Et puis après, tu te mets au parapente, tu dis, ouais, je vais faire du marché volcan. Après, tu dis, ouais, je vais faire quand même du cross local. Waouh! Et puis un jour, tu vas en CIF, tu commences à apprécier ça et tout. Tu fais des belles rencontres, encore des personnes qui t'ouvrent un peu la tête. Et en fait, tu te rends compte qu'il faut juste changer la perspective de ce que tu fais, de ce que tu peux faire, avec quoi tu joues. Et tu te rends compte que les limites, elles sont dans ta tête. La plupart du temps, les limites, c'est toi qui te les mets. Alors évidemment, il faut s'en mettre. Hein. Si tu mets aucune limite, la nature te les ramène. Hein. Alors, est-ce que c'est vraiment chouette? Est-ce que ça t'apporte quelque chose de faire de l'accro? Vous avez vu la conf, je dis, écoutez, elle est vraiment pas pour les... Parce que les acrobates savent à quoi ça sert. En vrai, ça sert à rien. C'est pour kiffer. Bon, mais de l'extérieur, on trouve des vraies bonnes raisons. Donc, les vraies bonnes raisons pour nos parents, quand on leur explique, ça te permet d'améliorer ton feeling, la compréhension de ce que tu fais, ta zone de confort pour le cross. Bullshit, la plupart des acrobates ne font pas tous du cross. Hein. Okay, mais ça, t'es mieux et ça fait plaisir. En fait, il faut être honnête, il y a un énorme intérêt. Tu vas être moins perdu ou dépassé quand il se passe quelque chose. Genre, tu as un énorme shoot, même si tu es twisté, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps à Saint-Hyl, du coup, naturellement, tu vas quand même faire ta tempo twistée. Et on sait qu'il y a des crosseurs qui se prennent des énormes fermetures. Derrière, tu as un énorme shoot. Et s'ils sont twistés, ils sont paumés. C'est à cette heure-ci que t'arrives, ça. Mais je vous demande d'applaudir Samy. Ouais. T'aimes la discrétion, c'est ça au départ? Ouais. Ah, je suis désolé. Désolé. Ah oui. Non, mais ça, c'est les pros qui bossent. Ça. À Alvar, il bosse tard. À Saint-Hyl, il bosse tôt. Ah, t'étais solo? Ah, le mec, t'as mis. Là, il faut crosser plus vite, hein, mec. Non, je rigole. Bon, globalement, on sait tous que le parapente, si ça rentre dans un sac, c'est que globalement, ça peut plier. Et si ça peut. Ben ouais, mais du coup, si ça peut plier, ça peut aussi plier quand tu décides pas de le refaire. C'est pas toujours au moment où tu le ranges. Et ça peut changer le comportement de l'aile en vol. Et clairement, plus tu es prêt, plus tu es habitué, tout ça, en vrai, plus tu vas avoir des vrais bons réflexes. Et ça permet aussi de progresser, de s'éclater, de démystifier le secours. On va en parler un petit peu ce soir. Mais nous, globalement, en accro, on l'a tous tiré ou on va tous le tirer. La question, c'est où, quand, mais pas est-ce que tu. Voilà. Et puis, ça permet de réfléchir, on va en parler, de penser à la sécu d'un point de vue placement dans l'environnement dans lequel on vole. Ça permet de varier les jouets, forcément, c'est des chouettes jouets qu'on utilise. C'est pour moi une pratique ludique, elles sont en bi ou en solo. Hein. Ça, c'était hier, un petit tandem avec une gamine, elle était trop cool. C'était vraiment chouette, petite inversion qui va bien. Et puis, ça permet de faire des soirées élèves quand même. C'est pas essentiel, ça.
Ouais, c'est ça la vie. Bon, ça permet aussi d'aller au lac de Garde, de faire des voyages avec des potes. Ça permet de partager beaucoup. En fait, vous seriez étonné de voir le nombre de groupes de partage, d'échanges, de vidéos, de choses comme ça qu'on fait. Coucou! Et c'est beau. Ça permet en plus, en vrai, je pense qu'il y a une vraie passion de l'esthétique en accro. Un peu comme dans tout ce qui est freestyle. Ça se voit pas toujours sur nos tenues, qui est le bon goût du parapentiste. Mais en vrai, on a un espèce de goût du beau dans les moves. La seule vraie raison, en vrai, qui au fond de nous anime, c'est qu'on vient combler une addiction catastrophique. C'est qu'on est des adrénaline junkies. Clairement, tu fais déjà du parapente, c'est quand même pas le sport de mes mères absolu. Donc déjà, tu as un bon profil pour être adrénaline junkie. Et puis plus tu vas rentrer dedans, et je vais vous dire pourquoi, plus tu vas être dedans. Et c'est vraiment bien parce que tu es beaucoup moins chiant à la maison. En fait, pour vos amis, pour votre famille, s'il vous plaît, ne vous frustrez pas. C'est important. Alors, le sport à adrénaline, il n'y a évidemment pas que le parapente, mais en général, étrangement, les parapentistes, on les retrouve dans plein de sports à la con. Hein. En fait, ça apporte, ce que je vous disais, cette espèce d'addiction à l'adrénaline. Le projecteur a décidé de censurer ce qui était sur les côtés, qui était vachement bien, parce que c'est les premières lettres. Mais ça permet en fait d'augmenter plein de coordination, de créer dans ta tête des fonctions cognitives hyper complexes. D'accord ? C'est-à-dire que ces sports d'adrénaline, on s'est rendu compte que ça allait développer des capacités chez toutes les personnes qui les pratiquaient. C'est-à-dire tu fais deux grands groupes, les gens qui font Netflix, appelons-les les moules, au hasard. Hein. Après, ça peut être des enfin, ça dépend vraiment de vos goûts, ça. Et puis après, prenez le groupe des adrénaline junkies avec ce type de sport-là. Mais en fait, le fait de faire ces sports, vous allez développer votre perception dans l'espace, votre neuromotricité, tout ça. C'est vraiment bien parce qu'en plus, ça va t'aider à diminuer ton stress. Et donc, globalement, on est de meilleure humeur, on a une meilleure estime de soi et ça augmente notre résilience. C'est pour ça aussi qu'on est moins casse-pied à la maison. Vachement positif. Ça va augmenter votre réactivité, votre dextérité, vos capacités et vos performances. Obligatoirement, on voit bien, nous, entre la première année où on a pratiqué ce sport, la deuxième, la troisième, etc., qu'il y a une évolution qui est énorme dans la perception. Et c'est vrai que la voltige, c'est ça. Il y a un piège là-dedans, c'est que ça active le circuit de la récompense, celui de la dopamine. Alors, le circuit de la récompense, c'est celui que vous avez avec du sucre blanc ou de la cocaïne. Ça se ressemble, les mêmes effets, la même force. Le scroll d'Instagram, dopamine. Tout ça. La tome de sa voix, dopamine. Hein, ok. Et du coup, le problème, c'est que le cerveau, il enregistre. Moi, ça, c'est bon, j'en reveux. Et ça, tu n'en as pas du tout conscience. Ça veut dire que la part de j'en veux toujours plus, elle est plus forte que toi, elle est complètement inconsciente et elle est chimique. C'est-à-dire, si vous vous dites, ouais, tant pis, j'y vais pas, je m'en fous, personne ne va vous croire parce qu'il n'y a que vous qui essayez de vous mentir à vous-même. Mais ça ne marche pas parce que tu es adrénaline junkie, tu aimes ça et tu as développé un circuit de la récompense lié à ça. Et évidemment, ça va jouer sur ta neuroplasticité. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que le fait de faire ça fait que tu vas avoir de la croissance. Mais si tu arrêtes, tu vas avoir de la décroissance de tes connexions neuronales. Au niveau très court dans certaines zones ou au niveau très grand. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment les neurosciences, mais ça développe la taille du corps calleux chez quelqu'un qui fait ça. C'est la zone même entre les deux hémisphères qui va augmenter de taille. Bref, c'est juste passionnant, mais on comprend que cette neuroplasticité, elle va avoir un rôle énorme. Évidemment, parce que plus vous allez stimuler, plus vous allez augmenter et favoriser, tout comme si vous avez du stress chronique, genre vous bossez que à Paris, d'accord ? On a tous plein de raisons de stress chronique dans ce monde, hein, d'accord ? Donc fuir face à un problème, c'est pas forcément idiot, hein, d'accord ? Carole, tu fuis quand tu fais ça. Oui, et alors ? Ne pas fuir un truc désagréable, c'est là la perversion. Hein. Et puis après, évidemment, ça va être renforcé par l'apprentissage, la pratique et les changements. L'apprentissage, la pratique, les changements. C'est l'accro. Hein. Ou le cross, ou les pratiques qu'on va pousser, qu'on va développer. C'est-à-dire, si tu fais la même pratique qu'il y a 10 ans, je m'inquiète pour toi. Sauf si tu avais, il y a 10 ans, 70 ans et que tu en as 80. Parce que là, par rapport à ton âge, tu es encore en croissance. Croissance relative, décroissance relative. Et ça, c'est bon pour ta santé mentale. Donc, la santé mentale des personnes qui t'entourent, hein, globalement. Et il y a des zones optimales dedans.
Et il y a une interréciprocité entre ce que vous faites physiquement et ce que vous faites psychiquement. Et ça, il faut en avoir conscience parce que plus on fait ce type d'activité de sport, en vrai, plus on se développe, plus on s'élève et plus on va développer, malgré nous, en plus de nous. C'est un double bonus, c'est un double gain, c'est un win-win comme on adore dans ce monde hyper moderne. Et en fait, ça vous permet aussi de réapprendre à vous écouter, à mieux vous comprendre et à vous évaluer en permanence. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Bon, stop les neurosciences, c'est un peu chiant. Et donc, on va parler du dépassement de soi. Ça, c'est mon premier décro. Vous sentez la terreur? Même le caméraman, il était là, c'est flou parce qu'il n'en peut plus pour moi. Là. Il se dit, ça va pas se passer bien là. Bon, en vrai, hein, avec une golden, ça peut pas trop se passer très très mal. Hein. Mais bon, dépassement de soi, c'est quand même la base de plein d'activités, de plein de choses. Et c'est vrai qu'en accro, c'est peut-être la discipline à l'extrême où on essaye de se dépasser souvent, même si personnellement, j'ai une admiration incroyable pour le cross qui m'impressionne beaucoup plus et que je trouve beaucoup plus engagé. Pour se dépasser de façon succès, il y a 3-4 clés. Bon, il y en a peut-être 5 ce soir. Première, c'est avoir une attitude positive. Et honnêtement, entre nous, on le voit vite, quand il y a un chat noir, quelqu'un qui t'apporte de la bad énergie, qui est jamais bien, on va tout de suite l'écarter. On a besoin d'être dans une énergie positive, on va se focaliser sur la réussite. Si tu te focalises sur l'échec, tu l'inscris, hein, d'accord ? Il va falloir croire en sa capacité de réussir. C'est-à-dire, si tu es en décalage complet entre ton niveau et ce que tu veux faire, tu ne peux pas croire dans ta capacité de réussir. Si tu n'y crois pas, tu ne vas jamais réussir. Et ensuite, il va falloir accepter de persévérer quand les choses sont difficiles. Et c'est vrai que nous, on passe notre vie à se confronter à ce qui est difficile. La deuxième grande clé, faire des choses qui soient réalisables, avoir des objectifs qui soient un petit peu atteignables. C'est assez évident. Du coup, c'est ça qu'on appelle un objectif SMART. Soyez SMART, c'est classe. C'est spécifique, mesurable, atteignable, rationnel et temporaire. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de notre progression en parapente, on passe notre temps à se donner des objectifs. C'est vrai, hein ? Et ça, on le voit vraiment entre nous dans le groupe. Et quelque part, on connaît tous les objectifs de chacun. On va aller au lac de Garde, on va aller dans un objectif. Et souvent, quand on va revenir du lac de Garde, avec une panoplie de tricks qu'on n'avait pas en y allant, là je regarde des gens dans la salle parce qu'il y en a avec qui on a beaucoup échangé ces derniers jours, ben en fait ces choses-là, on les a atteintes et dépassées parce que quelque part c'était réalisable, c'était atteignable, on s'était préparé, on était dans le flow. Et le flow d'épanouissement, c'est hyper important, parce que toujours pareil, comme la courbe de tout à l'heure, si on le dépasse, si on n'est pas en harmonie avec ça, ben globalement ça se rattrape assez vite à nous. Et il va falloir pouvoir mesurer l'évolution de notre progrès. Alors nous, on ne se donne pas des notes, mais on en reparlera après, on se filme, on partage ce qu'on fait, on se regarde les uns les autres, pas que parce qu'on est beau, même si on est très beau. Mais oui. Non, mais en vrai, on essaye d'évaluer nos progrès. Et c'est hyper important parce que si tu n'as pas ça, tu ne vas pas pouvoir atteindre un petit peu la quintessence. Et du coup, moi-même, dans mes notes, sur mon téléphone, j'ai toutes les dates de parapente et je mets souvent les petites premières. Et donc, il y en a qui mettent leurs heures de vol, etc. Mais je trouve que Sea Ride, ça le fait très bien. Par contre, tes premières actions avec tout ça, tu ne l'as pas dans ton Sea Ride. Et souvent, si tu notes pas la date de ton premier McTwist, etc., clairement, 6 mois après, tu ne sais plus quand tu as fait quoi. Vous êtes coquins, vous vous moquez. Bon, du coup, sortir de sa zone de confort, c'est complètement lié. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire prendre des risques calculés. Autant vous dire que, comme on est un peu adrénaline junkie, au niveau du calcul, parfois, vous voyez, pas toujours matché. Mais globalement, on va chercher à rencontrer des nouvelles personnes, apprendre de nouvelles compétences, etc. Nous, on va prendre des nouveaux tricks. C'est toujours en permanence. Je ne sais pas si vous avez regardé un run des championnats du monde cette année versus un run des championnats du monde il y a 8 ans. C'est étonnant. En 8 ans, ça a un petit peu bougé quand même. Et si tu regardes 8 ans avant, c'est carrément incroyable. La date d'apparition du premier tumbling et tout, c'est vraiment des évolutions qui sont magnifiques. Il faut être prêt à travailler dur. En vrai, il y a du boulot derrière. C'est-à-dire que si tu, dans le dépassement de soi, il y a vraiment se bouger les fesses et passer aussi des heures à bosser que les parachutales, à bosser plein d'exos pour développer sa kinesthésie, sa proprioception, etc. et faire corps avec son rêve. Et ça va t'aider à surmonter les obstacles. En fait, si tu n'as pas ça, tu ne pourras jamais surmonter les obstacles. Et du coup, travailler dur... Ah pardon, je me suis trompé. Excusez-moi. À chaque fois que je veux une tireuse à bière, voilà. Donc, travailler dur, ça veut dire faire des infinites jusqu'à la nuit. D'accord ? On est d'accord là-dessus ? Ça veut dire faire des infinites quand il fait froid. On est d'accord ? Ça veut dire aller au déco quand il y a 8 mètres de neige. OK ?
Oui, Olivier a l'air jeune, mais la photo a 3 semaines. Non, c'est pas vrai. Bon, ça veut dire aussi être capable de porter 80 kilos sur le dos. Voilà. Poids perçu, on sait qu'on est à 18 kilos, mais poids perçu en fin de run, quand tu as fait 15 rottes à Cham, bref, et que tu es là, et que les pauvres skieurs rêvent d'avoir leur remontée pour eux. Bref, je m'étais complètement trompé d'image, hein, je suis vraiment confuse. Vraiment, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bon, bref, il faut apprendre de ses erreurs. Salut les copains. Il faut apprendre de ses erreurs. Ça veut dire qu'il faut déjà les accepter. Il faut accepter et savoir avant que tu vas faire des erreurs et que tu vas te planter. Si tu crois qu'en commençant l'accro, tu vas jamais te planter, tu vas jamais faire d'erreurs, bah fais tout de suite du tricot, où tu feras des erreurs, mais c'est beaucoup plus facile de défaire les mailles. Et en fait, il faut voir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. En fait, il ne faut pas voir l'erreur comme une honte. Ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, il y a Hugo qui est dans la salle. Il est où, Hugo? Chapela. Il nous a fait un petit post aux copains il n'y a pas longtemps, parce qu'il a fait un secours, son premier secours. Et il te dit, mais je ne croyais pas. Et avant, on aurait eu honte. Genre avant, tu faisais secours, tu cachais ton secours là. Et aujourd'hui, tu fais secours, tu fais une publi. Ah, mon premier secours. En fait, la honte a changé de camp, vous voyez. C'est un peu le MeToo du secours. Tiens. Moi aussi, j'ai fait secours. Ouais, MeToo. Voilà. Bon, globalement, et ça, c'est important parce que ça te permet d'apprendre de tes erreurs. Et du coup, on fait beaucoup de briefs-débriefs là-dessus. Et tous les gens qui n'en font pas, ils ne sont pas prêts de progresser. Hein. Parce que ça veut dire que le jour où il va falloir prendre la poignée et le jeter, le truc, s'ils commencent à se dire « Ouais, j'ai un peu la teon, là », c'est pas bon. C'est pas du tout le bon réflexe. Hein. Il vaut mieux se dire « Yalla, c'est cool !» Et puis après, avoir le temps d'affaler les tournelles, tout ça. Allez, ça, il faut imaginer que ce n'est pas binaire. Ça veut dire que votre capacité, votre progression, votre neuroplasticité, l'impact de votre volume d'entraînement, de votre burn-out du travail, parce qu'on a tous nos vies complexes, ben fait que tout n'est pas une ligne droite parfaite. Et du coup, ça, il faut l'apprendre, sinon tu fais du carole. Hein. J'ai fait du carole cette année 2 fois, parce que j'ai oublié ça, en fait, cette slide aussi bête. Et si tu l'oublies, elle se rappelle à toi. C'est toujours. Si tu l'oublies 2 fois, elle se rappelle 2 fois à toi. Ça marche bien. Et puis, ça permet de progresser en anagramme, l'accro. Ben, regarde, en fait, c'est quand même pas compliqué. Hop, tuto-anagramme. Caro a fait réserve, donc secours, ça ne veut pas dire un accro a fait réverse. Double anagramme. Tu vois? Donc l'accro, c'est quand même vachement bien, ça fait bosser l'intellect. Non, je déconne, c'est pas vrai. Allez, alors comment on apprend l'accro? Parce que si on est tous là, on sait tous que ceux qui font déjà de l'accro, ils savent qu'on apprend l'accro sur des tutos YouTube de Théo, tous. Mais non, en fait, on apprend l'accro en 3 tomes. C'est pas compliqué. Non, je déconne. En fait, l'accro, c'est simple, parce que c'est que des recettes. Pour passer de pupio à acrobate, la recette dure à peu près 12 minutes, hein, avec beaucoup de sel, Non, je déconne. En fait, il faut faire plein de choses qui dépendent de nous, et globalement, on applique la loi d'Erickson. La loi d'Erickson, c'est la loi des 100 000 heures en pleine conscience, justement en autocritique, où on apprend de ses erreurs, et on passe son temps à s'auto-évaluer. Tous les critères que je vous ai mis dans le dépassement de soi, vous les mettez sur 10 000 heures en 10 ans. Et ça fait la loi d'Erickson. Et c'est ce qui permet de devenir expert, c'est le côté un petit peu acharnement, c'est le côté un petit peu autiste de l'acrobate. D'accord? C'est hyper à la mode aujourd'hui d'être un petit peu comme ça. Et globalement, faites simple, du volume, de la passion, beaucoup de briefing et de débriefing, donc aussi des vidéos, et beaucoup se marrer et faire du plaisir. Et le piège, c'est qu'on a tendance à mettre le plaisir au tout début qu'on commence en haut, et le volume, en vrai, quand on commence, il est en bas. Et malheureusement, quand on commence à faire beaucoup de volume, on peut oublier le plaisir. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire, parce que si on vole, globalement, je ne vais pas vous péter le mental, mais il n'y a pas beaucoup de champions du monde. Il n'y en a qu'un par an. Il va faire entre 700 et 800 heures par an. Il est surdoué. Il a commencé quand il suçait le biberon. Et même si on fait beaucoup de volume, il y a peu de personnes dans cette salle, peut-être nos potes là, mais qui seront champions du monde demain. Donc du coup, nous, n'oublions pas le plaisir. Parce que voilà, la performance est chouette, mais le plaisir, c'est mieux, comme quand tu fais l'amour. D'accord? Et du coup, j'ai regardé mon volume, puisque, quand même, il ne faut pas déconner. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avant, je volais très très peu. Je volais à peu près entre 35 et 40-45 heures les années avant l'année dernière, en fait. L'année dernière, j'ai volé 120 heures. Du coup, c'est l'année où j'ai vraiment un peu progressé. Et cette année, j'ai volé 50 heures. Alors, honnêtement, ce n'est pas parce que je ne voulais pas.
c'est parce que je ressoudais, hein, d'accord? Donc j'étais en refabrication de mon corps, mais c'est pour ça que j'ai volé moins. J'aurais bien volé 120 heures, je vous avoue. Mais clairement, je peux vous dire que quand tu mets du volume sur une passion, sur des briefings, sur du coaching, sur tout ça, quand tu mets en place ce que je viens de vous dire avant, et que tu rajoutes cette coche volume avec plaisir, ben, la mutation, elle est réelle, elle est hyper agréable. Évidemment, les cives, c'est la base, la clé, c'est la sécu, parce que c'est la première fois en général qu'on va avoir des cours vraiment avancés. Et je pense que la plupart des pilotes standards qui ne font pas d'accro, qui veulent s'y mettre, bah, commencer avec quelqu'un à l'oreillette, le matin on te montre des vidéos, tu fais 3 vols, c'est pas trop, t'es pas crevé, t'es filmé, éventuellement tu as mis ta GoPro, du coup tu vois dedans, dehors, après tu as un débrief, tu vois le débrief des autres, tu écoutes ton débrief, ça fait vraiment progresser. Le problème d'un civ, c'est que ça vaut un petit billet et c'est pas beaucoup de volume. C'est-à-dire que le civ, en vrai, tu vas lever des blocages, tu vas comprendre des choses, mais c'est qu'une partie, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Donc il faut comprendre que c'est une partie importante, mais après, on va aussi avoir des sites, il ne faut pas avoir honte. Quand je blaguais en disant on a tous appris sur Internet, globalement, je pense que pilotageparapente.com, tout le monde l'a lu, regarde, tout le monde regarde les vracs de la semaine. En vrai, c'est des débriefs qui apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en général, c'est assez drôle de voir comment, juste sur pas grand-chose, les mecs se mettent des bons petits sketchs et tu dis, mais s'il avait fait ça à la maison, et c'était toi qui avais dit à ton pote, ouais, vas-y, ouais, cool, secours, secours. Et avec le vent relatif, si tu n'as pas une oreillette, quand la radio dit secours, secours c'est déjà là-haut. L'oiseau quand on roule l'entend, il se dit pourquoi je vais bien. Ton pote l'entend pas et il dit je vais pas bien. Mais il se dit pas on doit me dire secours, il attend d'entendre secours. Ça, non, faut pas trop jouer à la maison, je pense. Après, il y a des sites un peu plus accros. Du coup, ça c'est Just Accro, c'est un site un peu vieux mais qui est vraiment pas mal. La première page, elle te dit est-ce que tu es conscient que tu risques de mourir? Il faut dire oui, c'est comme les sites porno, mais pour acrobates. Là, c'est pas j'ai 18 ans, là, c'est j'ai compris que j'avais qu'une vie. Voilà. Enfin, l'acrobate a 2 vies, hein. La deuxième commence quand il a compris qu'il n'en avait qu'une et qu'il fallait prendre soin. Et donc, il faut savoir que celui qui est à l'origine de ce site, Just Acro, il s'appelle Paul Takacs, qui est un des gros génies de l'acro, mais aussi du cross. Et il a fait un super site aujourd'hui avec un gros tutoriel qui coûte un petit billet, mais qui le mérite, où il a beaucoup taffé, avec des vidéos qui sont filmées de dedans, de dehors. Donc il y a des GoPros partout. Et donc, regardez comme il est beau quand il va sur le déco d'Organia, c'est fort et tout. Non, en vrai, c'est hyper bien filmé parce que, vous voyez, il compare des ailes différentes. Il fait tous les tricks d'accro de base avec une rush, et avec une aile d'accro, et avec une aile ultra radicale. C'est filmé de côté, de dedans, avec des vues derrière. Tu vois les mains, tu vois tout. Et clairement, moi, c'est vraiment un support qui m'a beaucoup apporté, notamment pour ce geste, mais pas que. Et voilà, il fait des comparaisons, vraiment c'est assez intéressant, et je pense que c'est bien, mais par contre ça ne fait pas ce que toi tu pratiques, ce que toi tu perçois, ce que toi tu comprends. Et donc il faut vraiment toujours l'associer sur du volume. Imaginez quelqu'un qui a des connaissances qui dépassent son volume de pratique, il est en déséquilibre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment toujours avoir un peu une harmonie. Alors, une petite temporisation. Bon, alors du coup, on veut pratiquer. La première question, c'est « Ouais, t'as quoi comme aile ?» Mais c'est super simple. Toutes les ailes sont bonnes et se valent et se ressemblent. Il n'y a aucune différence entre les ailes. Prenez n'importe quelle. Pour commencer l'accro, Lanzo, XS. Non, en vrai, en général, pour éviter tout malentendu, en fait, on va faire hyper simple. Vous prenez une B-, d'accord? Un peu ancienne en général, pas pour être rincée, mais les anciennes générations. Dans tous les cas, il faut qu'elle soit une ancienne génération. Et où vous êtes en général en haut du PTV. Je vous dirai après pourquoi, mais pas en bas du PTV. Et puis après, vous prendrez peut-être la même en étant hors PTV, en dépassant de 10 ou 20 kg. Puis après, vous pourrez passer sur une Emily ou Blackout, qui est en général en grande taille. Alors les tailles que je mets là, c'est évidemment pour le pilote un peu standard. Et puis après, on va diminuer de taille au fur et à mesure de sa progression. C'est le seul sport où on est heureux quand la taille diminue. Alors, toutes les B- vont pas, parce qu'une B-, c'est par rapport à un test d'homologation qui, au départ, est fait pour des comportements dans les incidents de vol. Mais nous, on ne veut pas du light. On veut qu'elle passe la SAT et toutes les B- ne passent pas la SAT. On veut qu'elle ait un décro facile, idéalement en un temps. On veut qu'il y ait un débattement aux commandes qui ne soit pas jusque là-bas, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'être précis quand tu dois finir la course avec les pieds.
Il faut en général régler les freins de son aile parce qu'ils sont réglés au départ pour que tu puisses décoller ici, comme ça. Et il faut qu'elle soit chargée un petit peu. Alors, je vous ai donné l'exemple d'une Golden 4 en 24 mètres carrés, qui est une super aile pour débuter l'accro. Eh bien, elle a un PTV de 75,90. Ben, ça lui fait une charge à l'air pour quelqu'un de 75 kg qui a 3,1. Si vous êtes la chargée au maximum de son PTV, elle a 3,7. Ben, vous vous rendez compte qu'il faut être dans la moitié supérieure du PTV de l'aile. Pour débuter, c'est super, mais une aile qui est sous-chargée, c'est pas bon. Voilà. Après, en général, on adapte les freins. Comme on met des freins plus courts, ben, il faut des poulies plus grandes ou plus hautes. Et puis après, certains, et pas tout le monde, passent en free break. Mais ça, c'est vraiment question de goût et de style. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est free break, mais globalement, au lieu d'avoir des poulies qui retiennent tes freins, mais du coup, on va mettre un petit élastique entre ton maillon et ta poignée. Et comme ça, tu peux carrément enlever la poulie, ce qui te permet de faire Jean-Baptiste. Tout ça. Super beau. Alors, en fait, ça te permet de travailler. Quand tu écartes, tu vas travailler sur le centre de ton aile. Quand tu rapproches ta main, tu vas travailler sur la plume. Et donc, quand tu fais un virage comme ça, bah, tu ne déformes pas le centre, tu déformes que l'oreille. Et tu as un virage qui va beaucoup plus vite plonger et qui va être beaucoup plus efficace. Quand on rythme une rythmique, quand tu es quasiment dans l'axe, tu rythmes là. Et en fait, tu vas travailler sur la plume et tu gardes beaucoup de shoots. Donc en fait, le fait de pouvoir bouger là, c'est bien. Si vous avez une poulie courte, bah, si vous bougez votre main par rapport à la poulie va faire transfert de trajectoire. Et du coup, ça partira toujours du même endroit et ça aura toujours la même action à l'arrière. Donc la poulie sur toutes les ailes un peu faciles, en général, est plutôt courte. Et comme on veut une B-, en général, c'est des ailes faciles débutants. Et donc les ailes débutants ont rarement des poulies rallongées. Du coup, elles ont rarement des poulies qui vont bien pour les acrobates. Ça marche? Voilà. Et donc, il y a les fameuses ailes freestyle qui sont tellement belles. On en a tellement fait l'apologie. On a cru que c'était avec ça qu'il fallait apprendre. C'est extraordinaire pour se faire peur. C'est génial, ça fait les attaques obliques d'un autre monde. C'est super quand tu sais déjà faire, quand tu es bon, tu pourrais voler avec n'importe quoi. On connaît tous des pilotes très bons qui font n'importe quoi avec n'importe quoi. Mais en vrai, débuter avec une freestyle, bah, si tu as prévu de faire beaucoup de waga au bord de mer, c'est cool. Si tu as prévu d'apprendre l'accro, commencer par le négatif, que tu n'as jamais fait de négatif, que tu n'as pas assez fait d'heures sur ta B-. Parce qu'à l'époque, on nous disait, non, tu veux apprendre l'accro, prends une freestyle. Mais apprendre l'accro sous une freestyle directement, bonne chance. Et après, on a des Émilie qui sont hyper dures à la commande. Ça, j'ai fait ce dessin pour Plabeu il n'y a pas longtemps. Et donc, pour ceux qui ne voient pas bien, hein, c'est dur une aile d'accro. Non, non, il faut juste que tu tires autant que tu es con. Mais j'aurais jamais assez de force. Voilà. Et ça résume tout. Bah, globalement, l'Émilie, vous connaissez tous Émilie Gallon, la fille de Hergé, de Richard Gallon. Bon, après, il faut une sellette. Pour faire de l'accro, c'est pas que l'aile. Et la sellette, c'est un vrai sujet. Je ne vais pas m'étaler trop, mais on va aller vite. Globalement, il faut une sellette qui est une énorme mousse. La protection, c'est numéro 1. Si vous ne vous protégez pas, c'est que vous ne vous aimez pas. Si vous ne vous aimez pas, faites pas de l'accro, vous allez impacter. Vous faites de l'accro, vous impacterez. C'est sûr, vous ne savez juste pas quand. Vous ne savez pas la couleur du sol sur lequel vous allez taper, mais vous taperez. Donc globalement, il faut une sellette qui soit vraiment dédiée à l'accro. Faire de l'accro avec une sellette qui n'est pas faite pour moi, c'est vraiment une énorme connerie. Je trouve plus logique d'avoir une Golden avec une accro 4 que de voir une Émilie ou une aile de freestyle avec une sellette standard. C'est ahurissant. Et il faut 2 secours. Les sellettes, en général, on les détend bien au niveau des épaules, on les serre bien au niveau des cuisses. Et il y a des sellettes, comme celles que j'ai, qui ont une énorme mousse et où on peut mettre pas mal de choses dans le coffre arrière, hein, avec haillons, tout ça. Il y a des sellettes, comme vous avez à droite, qui ont beaucoup moins de protection passive, parce que là, une fois que vous avez tiré les secours, honnêtement, dessous, il ne reste pas grand-chose. Donc en fait, globalement, toutes les sellettes sont bonnes aujourd'hui. Toutes les sellettes d'accro sont bonnes. Elles ont toutes leurs spécificités. Mais globalement, choisissez, quand vous avez le choix, celle qui a le plus de mousse. La mousse, c'est essentiel. Vraiment, n'oubliez jamais, une soirée réussie sans mousse, ça n'existe pas. Et une session d'accro sans mousse, ça n'existe pas. Et plus la mousse est grosse et abondante, plus c'est bon. Quand je vous dis c'est bon, regardez ça, c'est Olivier qui nous fait un petit atterro douceur. Attention, impact, 3, 2, 1, boum, voilà. Et ça, c'est sous le parachute de secours avec une aile qui est affalée. Et chez un jeune qui est encore un petit peu élastique et qui ne devrait pas mettre la main, là. La main là, ça c'est au judo. Et donc, Olivier fait des émules. Du coup, Mika, il a voulu voir si les arbres ralentissaient vraiment bien, mais pas bien. Pas bien, ça peut te ralentir, mais pas à fond. Et bam! Et là, regardez la mousse. Attention à la mousse, dans 2 secondes. Aïe, 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 la mousse. Ah, tu vois, tu n'as pas envie de te réincarner en mousse.
Voilà. Après, une sellette, il faut une sellette d'accro, parce que même une sellette d'accro, ça vieillit mal. C'est-à-dire qu'on leur met des tours de bêtises, là, on freine, on lâche, on fait des cisaillements, elles sont toutes conçues plus ou moins bien car elles sont françaises. Et du coup, ça peut sectionner sous des néoprènes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on met des néoprènes pour tenir les réglages, et c'est en général là que ça coupe. Donc les gens qui ont des sellettes avec des néoprènes, de temps en temps, sortez le néoprène. Ça marche? Pour regarder comment ça se passe dessous. Parce que ça, c'était sous un néoprène. Hein? C'est même plus que pour juste maintenir les réglages, c'est pour même empêcher que la boucle elle vieille complètement. C'est pour empêcher que la boucle elle vieille, mais si tu n'enlèves pas le néoprène pour vérifier de temps en temps, tu vois pas que ta sangle est en train de se couper. Donc du coup, parce que ça, c'est quand même une sellette avec laquelle j'envoie des jets. Hein, j'envoyais des jets. Bref, voilà. Donc ça vieillit comme nous, mais ça vieillit beaucoup moins bien que nous. Okay, donc il faut les changer, il faut regarder. Les maillons, c'est la même. On ne fait pas d'accro avec des maillons à allure. On utilise des maillons acier, des maillons spécifiques, et on les change. Et quand ils ont pris des coups, on les change. Et on essaye de ne pas faire du treuil directement dessus, ça les nique un peu. Voilà. Et donc ceux qui savent et qui font du treuil, on fait des boucles si on peut sur les élévateurs, sur le bas des élévateurs, pour ceux qui vont aller riposte. Grosse question maintenant qu'on a parlé de ça et qu'on commence à parler un peu pilotage, à parler de l'aile, de la sellette. Moi j'ai entendu des trucs de dingue. On m'a dit en accro, on prend des ailes plus petites et après c'est tout à la commande, la sellette, hyper stable, on fait plus rien à la sellette. Mais en fait c'est super bidon en fait. Et juste pour la blague, je me suis amusé là entre hier et avant-hier quasiment à faire juste des wings que à la sellette. Mon ami regarde, hein, je me penche 2 fois, les deux y allaient, j'ai même pas les mains dans les commandes. Tu vois, 3e coup de sellette, je suis quasiment over. Et au 4e, je suis vraiment over, du coup, je prends les commandes et j'ai peur. C'est-à-dire que là, au 4e, là, j'ai mis presque pas de commande, tu fais un tonneau, c'est nickel. Donc, autant te dire, et ça, là, il n'y avait pas de commande. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé à gauche, j'avais même pas les mains dedans. Donc, l'appui sellette, ça marche. Et ça marche tellement bien. Regardez, alors regardez la très très bonne pilote à gauche. Regardez bien, non, c'est une blague, je fais un joker, mais je ne sais pas si vous avez vu, je fais un 3-6. Et en fait, on sort du 3-6 qu'avec un appui sellette, il n'y a même pas de contre. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, on évite les contres. Et puis après, en vrai, un vrai bon pilote, c'est Kevin Phillips, qui est juste extraordinaire. Et là, c'est Andrej, pardon, sur le profil de... Merci de m'avoir rattrapé. Il est en Misty, Carole Lecomte. Et donc c'est Andrej, mais d'ailleurs, Kevin fait des putains d'appui sellette aussi. Mais regardez l'appui sellette, en fait, de ce pro-pilote. Regardez la puissance des appuis sellettes, même dans le compte quand il sort. En fait, et à gauche, par contre, là, on a Kevin. Et regardez la position quand il fait le contre. Et une des règles, c'est on met toujours un gros appui sellette du côté de la commande. On ne va pas mettre la commande à gauche et l'appui sellette à droite. D'accord? C'est sellette et la commande, toujours. Bref. Et d'ailleurs, ça se sait depuis très longtemps. 1511. Voilà. Du coup, l'appui sellette, c'est quand même essentiel. Alors maintenant, les parachutes de secours, parce qu'on sait tous que les crosseurs, vous êtes des petits pervers qui se disent « Ah, les acrobates, c'est les foufous du secours ». Et du coup, à chaque fois, ce qui vous intéresse le plus dans une soirée accro, c'est « Montre-nous des vracs et du secours ». Du coup, pour vraiment vous faire plaisir, à la demande générale, un petit peu de vrac, un peu de secours. Alors là, c'est ambiance tout de suite. Hein. Hop, ça tourne dans l'hélice, t'as le bras qui se lève, hop, le petit contre, ça tourne, ça twist. On en a tous plein des comme ça. Et très honnêtement, tu vois, au départ, ça part sur de l'hélice, c'est pas un truc de fou, quoi. Et bon, ben voilà, tu tires ton secours, hein. Et là, tu es heureux d'avoir un Rogallo qui s'ouvre vite, bien. Ça, c'est bien. Et c'est tellement bien le Rogallo que, regarde, ça, c'est Axel Coste, qui est quand même un des mecs les plus drôles du monde, avec toutes les bêtises qu'il peut faire, qui est un vrai petit génie. En vrai, c'est un des pilotes les plus inspirants en ce moment, avec Hugo, mais du coup, l'autre. Et donc, ils ont beaucoup joué avec un Rogallo. Ils se sont amusés à voler avec. Il a monté sur sa sellette. Il a volé en récite. Globalement, le Rogallo, ça fait vraiment plaisir quand on l'ouvre. On peut jouer avec, ça vole bien. Mais je vais vous montrer 2-3 autres configurations un peu moins rigolotes. À gauche, c'est notre ami Hugo Lamy, et qui vole très très bien. C'est un des peut-être 20 meilleurs pilotes français. Il est très très bon. En tout cas, ça n'a pas de sens de dire un des combien, mais il est vraiment dans les meilleurs pilotes. Et là, vous voyez, en fait, il rate son... Première fois de sa vie qu'il rate un trick, hein, comme ça. Et vous voyez que t'as beau être très bon, ça a beau être un trick qu'il connaît par cœur, qu'il maîtrise par cœur, bah, il fait son secours, il fait son Rogallo qui s'ouvre hyper bien twisté. Le twist du Rogallo fait partie du jeu. Et ce qui est bien, c'est qu'il est bien concentré sur son aile. Et pendant ce temps-là, il vole tranquillement vers la falaise. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu peux faire du cross sous ton Rogallo. Et que ton Rogallo, il adore voler vaincu.
en fait. Ça aime bien. Et bizarrement, le vent cul te ramène bizarrement vers cette anatomie. Vous voyez, au-dessus des arbres, regarde. Et ça, c'est formidable parce que tu dis, ah, mais du coup, je vais voler moins longtemps. Et heureusement, il a pris sa commande, comme vous avez pu le voir, et il a tourné. Et du coup, il a pris la bonne. Hein, et du coup, lui, alors comme il est verni jusqu'au bout, il nous fait un posé smooth, mais regarde, il fait même pas ouf. Il fait pouf, la fleur. Genre, il est déjà debout, tu vois. Genre, j'ai pas fait. Donc ça, c'est le rogalot dont tout le monde rêve parce qu'il pose dans les arbres, mais il abîme pas les arbres. Le mec, il est écolo jusqu'au bout. Tu vois, il a pas scié une branche pour enlever Et il a pas abîmé le matos. Jusqu'au bout, c'est Hugo, quoi. Et à droite, pardon, je vais vous montrer donc Kevin Phillips, qui est un des meilleurs pilotes mondiaux. Voilà, hop, une petite détente. Et bien, évidemment, ça vole beaucoup plus vite comme ça, mais beaucoup moins. Il jette son premier secours. Alors là, il a un bas système qu'il ne peut pas utiliser puisqu'il est dans ce qui est censé libérer. Et il jette le deuxième secours. Et là, c'est vraiment pas drôle parce que là, globalement, il a toutes les chances de mourir. Donc, s'il y a la vidéo, c'est qu'il n'est pas mort, hein, je vous rassure. Et en fait, il a récupéré le deuxième secours, il a enlevé le pod et le secours s'est ouvert à peu près une seconde avant. Voilà. Donc globalement, tu dis c'est pas son jour, quoi. Et par contre, ce qui est très bien, c'est que voilà, son aile est déjà pliée. Et regardez, petit impact, paf, ah la mousse. Tu vois, en fait, vraiment, il y a deux trucs où tu veux pas te réincarner. C'est le siège d'un éléphant et la mousse d'un acrobate, globalement. Voilà. Et puis des fois, ça c'est Maxime, c'est un pote, tu jettes ton rogalot et puis tu te rends compte que tu as tout un gros pâté de nouilles d'un côté avec une magnifique clé. Et ce qui est chouette, c'est que c'est son aile qui est venue défaire la clé du rogalot. Comme quoi, des fois, tu as de la chance. Mais du coup, il faut bien plier. Du coup, on met bien les lignes. Vous pouvez utiliser des pains d'argile ou des sacs de sable ou des poids chez Decathlon. Vous pouvez faire comme des tailgates sous les rogalots. Vous pouvez utiliser des tables à plier. Donc, il y a plein de méthodes. Il faut plutôt plier. Alors, on ne va pas faire un cours de pliage de secours, mais il y a des techniques de light opening qui sont bien. Et il faut toujours utiliser un poids, vous voyez, pour tendre les lignes. Très important, le poids pour tendre les lignes. Alors, ça marche aussi avec le bulldog. Enfin, il y a toute trace de chien qui peut faire la saucisse, peut fonctionner là-dessus. Et après, je vous recommande, quand vous voulez plier propre, vous achetez les pinces chez Casto, les longues, et vous achetez une chambre à air, ça vaut 5 €. Et du coup, vous la découpez, un peu de chatterton, et ça évitera que les pinces abîment votre matos. Parce qu'un parachute de secours en base, c'est très fragile. Et tout le monde monte des pinces pour pincer, mais personne ne vous dit qu'il faut protéger les morts de la pince avec un peu de chambre à air. Ben maintenant, vous le savez. Alors évidemment, les secours, c'est bien quand c'est attaché aux épaules, c'est bien quand on en a deux, mais je vous promets, faire de l'accro, c'est vivre ça volontairement. D'accord ? Et on l'a tous vécu. Hein. Et là, tu vois, là, il n'a pas de suspente autour de lui. Du coup, s'il avait un bas système, il pourrait libérer. Il n'a pas un bas système. Et comme il n'a pas neutralisé son aile, parce que là, normalement, avant de tirer le secours, idéalement, si on peut, on freine pour pas que l'aile soit en train de tourner plein de balles. Vous voyez ce que je veux dire ? Si l'aile tourne plein de balles, elle risque de venir écoper votre premier secours. Et puis peut-être d'écoper le deuxième secours. Et comme vous volez rarement avec 9 secours, ben, du coup, c'est embêtant. Là, vous voyez quand même, il était bien en rotation. Ben, c'était avant les caméras 360. Et heureusement, ça s'est ouvert. Mais... Ah, c'est pas cool. Je pense pas qu'il ait eu un très, très, très bon moment à Disneyland. Et puis là, je vous montre un petit astuce. C'est que quand vous tirez secours, il faut le jeter aussi fort qu'on est con. Vous voyez le truc ? Et Dieu sait qu'on les jette fort. Donc en fait, un secours, il faut le jeter très fort. Si vous jetez un secours très fort, retenez, ça va accélérer tout ce qui se passe. Il va être plus vite, plus loin. Il va s'ouvrir plus vite. Du coup, moins de risque d'être écopé par le parapente, surtout s'il est en rotation. Là, vous avez Mika qui nous fait un super Misty Elite Twister Exist. Le Twister Exit, vous allez voir, c'est une figure qu'on maîtrise bien. Hop là, Twister Exit. Ça, c'est des bonus en compétition. Voilà. Et donc là, il jette le secours. Vous avez vu, il a fait très vite. Et hop là. Et ça tombe bien parce qu'il était par terre. C'est-à-dire, autant vous dire qu'il était tellement bas qu'avec un taux de chute de 3,8 mètres secondes, il a eu que 3 secondes de vol. Il n'a pas pu déclarer sa trace à la CFD. Pas de bol.
Et là, je vais vous montrer Vincent Tornaré, qui est un copain qui est un très très bon pilote, hein, du top mondial, qui a failli mourir à Muren il n'y a pas longtemps aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir, et pareil que tout à l'heure, regardez bien, il ne va pas neutraliser son aile, qui sera en rotation. Alors le flat n'est pas hyper propre, il le laisse passer, bon, boum, sanction immédiate. Et ça, c'est les meilleurs du monde. C'est-à-dire que même aux meilleurs, ça arrive. Hein, d'accord? Et c'est normal, hein, il n'y a pas de cool. Hein. Mais là, vous voyez, il n'a pas neutralisé le côté qui tourne. Vous avez vu ça ou pas? Il a gardé la main en haut. Et bien, comme elle tourne, elle fait son boulot, elle vient récupérer ce qui ne s'est pas ouvert très tôt, très près de lui, parce qu'il n'a pas jeté fort. Le deuxième, il le lâche. Le deuxième, il ne le tire même pas. Je ne sais pas si vous avez vu, il fait gauche, droite, gauche. J'ai échangé avec lui, on s'avait parlé au téléphone. Il me dit, je ne sais même pas ce que j'ai foutu, j'ai merdé, j'ai foiré, j'ai lâché. Enfin, globalement. À part que là, tu vois, heureusement que ça s'est ouvert, parce qu'en vrai, il n'est pas très bas. Et regardez bien, hop, il fait coucou les voitures, il aurait pu faire du stop. Là, tu as le toit. Vous avez vu le pendulaire qui secoue. Et là, regardez le poteau. Boum. Mais non, parce qu'il y a un deuxième poteau à côté. Voilà. C'est magique. Donc, il aurait pu mourir plein de fois pour plein de raisons. C'est-à-dire que même après que les secours soient ouverts, il aurait pu s'empaler, taper la tête, tout ça. Et en fait, c'est juste le problème de l'accro, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on fait n'est pas dangereux tant qu'on est loin du sol. Alors, ce qui est important, donc, c'est retenez plein de trucs qu'on va parler, mais quand vous jetez un secours, déjà des secours bien pliés, du light opening, comme je vous ai montré, quand vous avez un regolet, faites la petite tailgate, d'accord? Vous mettez une petite boucle au bout. Tous les tutos ne le montrent pas forcément, je crois. Quand vous jetez le plus fort possible, d'accord? Et après, il faut neutraliser l'aile. C'est une priorité. Et si vous avez un regolet, sinon, il faut d'abord ne pas viser l'obstacle. Ça roule? On évite, si on va sur la falaise d'abord, non, pas la falaise. Et puis après, manteau de chute. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez bien, regardez la configuration, ce qu'on appelle en miroir, et la configuration qui va bien. Vous préférez laquelle pour impacter? Ok. Pas de bol, les photos ont été inversées. Donc ça, c'est un copain acrobate, un jeune acrobate qui rentrait de Cives la veille. Donc il sort de Cives, il se dit, ouais, j'ai compris les décros. Bon, manifestement, il n'avait pas bien tout compris du décro. Et ça fait partie des erreurs, mais il avait un box qui n'était pas pire. Alors là, la caméra, je suis désolé, on a mal filmé. Je crois que c'est moi qui ai filmé à l'iPhone. Mais vous voyez, en fait, au début, il est dessous, puis en fait, son aile se met à voler. Et en fait, si l'aile se met à voler, ça fait vraiment un effet miroir beaucoup plus marqué. Et là, ça se met à tourner, du coup, double peine. Donc là, il descend vite, et en plus, il tourne. Donc il y a tout pour impacter en rotation. Et comme il a de la chance, il va ni sur les voitures alors qu'il n'est pas loin, et il pose pile au moment où il est dessous. Et il se fait rien. Mais ça, c'est de la chance. C'est-à-dire que globalement, en termes de karma, c'est cool. Il ne faut pas tout miser là-dessus, quoi. Et donc, pour ne pas tout miser sur la chance, prenez que des sellettes qui ont des supports aux épaules, parce que vous avez vu les impacts commencer. Si tu n'es pas pris, si tu es pris au maillon, ça rajoute la double peine, et avec des vraies protections. Du coup, quand on met un deuxième secours au ventre, c'est bien, mais c'est pas fou. C'est vraiment une deuxième chance, et c'est pas fou. Vaut mieux une vraie sellette d'accro. Et du coup, je me suis amusé à dessiner vive les blessures, parce que je pouvais quand même dessiner blessé, entre t'es pendu par les épaules, t'as affalé ton aile, tout va bien, ou alors t'es pendu par le vent, t'as pas affalé ton aile, et ça va quand même beaucoup moins bien au niveau de l'impact. Et puis évidemment, si t'es pendu par les maillons, il y a encore une astuce, c'est passer tes bras, si tu peux, si c'est pas twisté, devant les élévateurs du secours. Ça marche? Donc si un jour vous avez un secours ventral qui est ouvert, au lieu de rester penché derrière, mettez-vous debout, et on va préparer une réception tonique sur les jambes. C'est-à-dire qu'il faut être pieds joints et il faut se préparer les mains en l'air, pieds joints, les mains en l'air, pieds joints. Hein, Olive? Pas ça. Ça, c'est au judo. Mains en l'air, pieds joints. Si le secours est ventral, on essaye de passer les bras devant, mais on essaye de ne pas avoir un secours ventral. Et on essaye d'amortir sur les jambes, mais on sait que dessous c'est de la mousse, hein, et on a une grosse mousse, on est content, du coup c'est cool. Mais vous avez vu les sellettes comme un peu les Fuck Gravity ou la Fly The Earth, si tu as acheté tes deux secours sous les fesses, il n'y a plus grand chose sous le cul. Hein. D'accord? Après c'est un choix. Et si vous êtes dans l'eau, c'est ma spécialité. En fait, les photos de vrac, j'ai eu du mal à choisir laquelle. Mais globalement, c'est dans l'eau, tu prends ta respiration avant, parce qu'après tu peux faire canard, tout ça, parce que c'est de la mousse. Ça maintient vachement bien la tête dans l'eau. C'est hyper agréable. Du coup, on ne fait jamais d'accro au-dessus de l'eau s'il n'y a pas de bateau. Hein. D'accord? Priorité. Après, du coup, secours, ça veut dire qu'il faut le replier souvent. Ça, c'était Muffin, mon petit chien. Et du coup, un secours qui est compressé, c'est plus tous les 6 mois, c'est pas tous les ans.
Donc un secours qui est dans un pod qui est grand, dans du matos qui est adapté, tout ça, tous les ans, ça va. Quand tu fais vraiment de l'accro et que tu as des pods un peu serrés, tout ça, nous on voit sous les fesses, un peu tassé, tout ça, plutôt tous les 6 mois pour une ouverture vraiment rapide. Et il faut savoir que si un jour tu as un déclenchement à grande vitesse, genre Kevin Phillips, et que ton secours il s'ouvre, tu ne t'en resserres pas, hein, tu l'envoies en contrôle, et honnêtement, il vaut mieux le changer. Voilà, donc en fait, dans ce cas-là, tu le plies, et le plier, c'est vraiment pas sorcier, sinon tu fais avec des potes. Juste, je vous ai mis 2-3 petits secours un peu rigolos, un peu inhabituels. Donc le Rogallo, clairement, pour l'acrobate, c'est top, parce que nous, on est rarement en vrac près de la falaise. En cross, discutable, parce que s'il s'ouvre et qu'il finit de te ramener à la falaise quand tu es en cross, pas forcément génial. Après, il y a le compagnon, le SQR d'Advance. Et pourquoi je vous l'ai mis? Parce qu'en fait, il a la spécificité d'avoir été fabriqué avec des matériaux qui résistent à l'eau. Comme nous, on fait des petits poissons tout le temps, on adore aller dans l'eau, ben c'est bien, on a un parachute de secours qui va mieux vivre le fait d'aller à l'eau. Et il a une deuxième spécificité, même si ça ne se voit pas dans son homologation, il a été testé à 180 km/h, ça veut dire en chute libre, d'accord? Et il n'a pas pété. C'est donc un conseil pour tous mes amis qui ont des bases système. Le secours de droite, Rogallo, secours de gauche, SQR. Parce que si tu as un vrai blême après ta libération d'aile et que tu as un truc qui ne vole plus du tout, tu tombes, tu es content d'avoir quelque chose qui résiste peut-être à 180 kg, même si toi, tu vas avoir une châtaigne. Hein. On n'a pas dit que tu n'allais rien avoir, que ça allait faire du bien à ta sellette et tout. Et après, pardon, je suis allé vite. Pardon, ah non, comment j'ai spoilé? Après, il y a le X-Dream, c'est le triangle que j'ai mis un peu en flouté parce que, en fait, je l'ai mis pour vous alerter sur la différence entre le marketing et la réalité. Le marketing, c'est le parachute de secours triangle est vachement bien parce qu'il y a moins d'effets miroirs, d'accord? Et tout bien, à part qu'en vrai, il a quand même un taux de chute de 5,4. Donc, sur leur site, ils disent taux de chute extraordinairement bas et c'est pas vrai. Et si vous allez sur la source officielle de la science, YouTube, et vous regardez, vous tapez avec le moteur de recherche, il y a eu ce test qui a été fait. Alors certes, il y a beaucoup de vent, mais de là à dire qu'il n'y a pas d'effet miroir, que tu n'as pas besoin d'affaler ton aile, tout ça. Alors certes, il y a du vent, hein, mais quand même, le taux de chute, il ne fait pas rêver. Et voilà, la vidéo n'est pas accélérée. Voilà. Et donc, on a en France, sans aller chercher en Allemagne, on a Hervé Gabé qui a fait plein de tests sur les secours. Donc ça, je ne vais pas vous faire le coup de vous la montrer en entier, mais vous allez sur test, parachute de secours, Hervé Gabé, les riposes, tout ça. Et vous aurez les différentes configurations avec le même parachute de secours quand tu es un peu plus bas ou un peu plus haut chargé. Et en fait, il a mesuré le taux de chute. Et en fait, on se rend compte globalement qu'on préfère être le monsieur de gauche que le monsieur de droite. Quand tu es dans l'eau, tu t'en fous. C'est-à-dire que quand tu fais des bêtises au-dessus de l'eau, tu as un PTV de 95, tu as un secours qui fait maxi 95 au-dessus de l'eau, c'est génial. Mais au-dessus du dur, c'est vraiment pas malin. Et le gros problème, c'est la différence quand tu vas additionner les problèmes. C'est-à-dire que tu es en haute PTV avec une aile qui n'a pas été neutralisée. Et vous allez comprendre pourquoi il faut vraiment neutraliser. C'est qu'on arrive vraiment à des taux de chute qui font vraiment pas rêver. Parce que si tu impactes là-dessus, même avec une bonne mousse, il y a quand même moyen que tu aies les chevilles au niveau des genoux. Tu vois, là, regarde la vitesse comme il tombe à droite. Bam, ça fait pas rêver. Hein. Voilà. Donc, globalement, retenez d'avoir un parachute de secours. Il ne faut pas être trop bas non plus, sinon il met trop de temps à l'ouverture. Et de mémoire, il risque d'être un peu plus instable. Voilà. Mais globalement, ça va d'un impact, vous avez vu, à 16 km/h jusqu'à 34 km/h. OK. À matériel équivalent, OK, vous allez d'une vitesse verticale de 16 km/h à 34 km/h. Ce n'est pas le même impact. Hein. Voilà. Ceux qui ont déjà impacté le savent que ce n'est pas la même chose. Et il y a le base système. Et le base système, c'est ce que j'ai depuis longtemps, parce que je suis une énorme trouillarde. Ça a un énorme défaut, c'est très lourd. Et là, j'étais à Organia. Hop, je vais pour faire un petit joker qui part bien. Et là, hop, je vais trop relever la main d'un coup. Hop, et voilà. C'était mérité. Honnêtement, c'était mérité. T'as vu, au début, on dirait que je fais un héli qui tourne bien, mais à part qu'il n'y a que l'aile qui tourne. Et tu vois, tu libères. Et ce qui est génial, c'est que tu as une nouvelle aile. Bon, qui, chez moi, prend le vent quand elle veut dans les oreilles. Et globalement, ça m'a permis d'aller poser au déco. C'est quand même super sympa. Regarde, tu es là, tu arrives devant Raoul, tu fais « Ouais, coucou Raoul !» Et comme ça, tu poses là, comme ça, tu as moins à marcher pour aller chercher ton parapente. Non, mais honnêtement, je vous ai montré des vidéos d'impact tout à l'heure.
quand tu vois quelqu'un qui impacte, qui s'éclate, qui se nique le poignet, ou qui finit sous son aile, à déchirer son aile sous un arbre, versus quand je suis twisté, ça marche que si tu es twisté, je peux libérer, j'ai un truc qui vole, c'est quand même sexy. Et comment ça marche un 3 anneaux? Ben en fait, c'est tous les systèmes de largage qui sont conçus comme ça. Tu enlèves une tirette qui répartit les contraintes. À chaque fois, ça divise la force par 2. Donc en fait, un jonc qui pourrait te servir à tailler les herbes dans le jardin, il va retenir une petite cordelette qui tient un premier petit anneau, qui tient un moyen anneau, qui tient le gros anneau, et tu as ton gros mousqueton dedans. Voilà, comme ça on dit ciao, bye bye, et c'est ton aile qui va descendre moins vite que toi, parce que toi tu es beaucoup plus lourd, et du coup ça va extraire ton pod et ton base. C'est pour ça que ça va vite, puis après ça permet de le replier, il y a plein de méthodes, c'est rigolo. Du coup à chaque fois tu découvres des belles personnes et des méthodes de pliage. L'idée c'est que ce soit clean, et nous c'est beaucoup moins stressant que les gens qui font du base, parce que les vrais baseux, ils sont près de la falaise, près du relief, il ne faut vraiment pas de twist. Nous, quand on ouvre, on est loin de tout. Hein. Et en général, on est haut. Voilà, après, il y a les systèmes de largage. Alors du coup, quand on fait un box, est-ce qu'il faut de l'eau, des arbres ou des champs? Mais évidemment, il n'y a pas de réponse. Donc j'ai essayé de trouver le bouquin, le box pour les nuls. Gérer son box pour les nuls, manifestement, on s'était énervé dessus. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas un box, mais le box, c'est une notion qui est évolutive, qui se réfléchit à chaque fois avant le run et pendant le run. Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre parce que suivant les conditions, tout ça et là où on est, c'est pas la même. Mais c'est évident que suivant là où tu es, ben, tu ne vas pas engager pareil. Parce que forcément, si tu finis pas bien et que tu poses un peu en rotation twistée à gauche, globalement, c'est plus sympa qu'Avenosk, même si la vue Avenosk est magnifique. Et donc, il faut comprendre qu'on ne peut pas s'entraîner en accro que au-dessus de l'eau, parce que c'est moins rigolo, parce que c'est chouette l'accro en thermique et qu'on adore ça et qu'on aime faire des rottes, rester en l'air et tout. Mais quand tu fais des choses que tu ne sais pas faire, tes premières sorties dans l'axe, tu vois, tout ça que tu fais vraiment avec un talent, bah, c'est bien si tu n'es pas un surdoué de le faire au-dessus de l'eau, par exemple. Et donc, quand tu es à Chamonix et que tu fais une satellite, qui est une manœuvre qui est accessible, hein, qui est une manœuvre assez sympa, que tu relèves un peu ta main et tu fais du Carole Lecomte. C'est le même vrac que j'ai eu sur un Joker. Hein, et c'est le même vrac que vous avez vu avant sur Vincent Tornaret. À chaque fois, c'est la main et ça shoot et ça tourne. Et du coup, là, tu tires ton secours et Olivier, il a beaucoup de bol parce qu'il n'a pas... Et regardez sa main, il va repousser le secours. Regarde, il est là et il a la présence d'esprit de repousser le secours. Et là, honnêtement, mec, chapeau d'avoir cette présence d'esprit. Mais il n'a pas un rogalo, donc il a un parachute non dirigeable. Ça veut dire qu'il va subir là où il va. Et il va aller là où il a fait son box, plus là où le vent le mène. Et bon, quand tu t'appelles Olivier, il y a un champ, tu vas dans le champ, si tu veux. Tu t'appelles le Père Noël, tu fais 50 mètres de plus, tu as une cheminée. Voilà. Donc la différence entre Olivier et le Père Noël, c'est 50 mètres et une barbe, globalement. Et parce que là, on a un parachute non... en vrai, quand tu es très haut dans un box, savoir où tu vas finir, à moins d'être un génie, c'est impossible. Hein. Il a posé parfait. Mais du coup, regarde bien, attention à la mousse. Hein. Prenez soin de la mousse, les gars. La poignée, la main, debout, comme ça, et les mains en l'air. Ça marche, Macarena. Important. À gauche, c'est Maud Perrin, du coup, qui est vraiment notre pilote national avec Théo. C'est vraiment une surdouée. Et là, elle faisait des twisted exits. Donc, c'est des infinis en restant twisté pour la sortie. Et c'est hyper technique, hyper dur. Et du coup, elle s'était mis un beau rogalo à Cham. Elle était contente de l'avoir posé tranquille. Et à droite, c'est Florian Andro, qui est aussi un génie vraiment extraordinaire. Et il profitait d'être au-dessus de l'eau, je crois, à Chromax, pour tester des trucs. Et vous avez vu que ça ne marche pas toujours, même à leur niveau. Ça, c'est Greg. C'est un copain. Il est super cool et il surpilote très bien. Et du coup, il est en freeway. Donc là, vous voyez un surpilotage manifestement bien maîtrisé en freeway. Alors, il y avait quelques occasions de faire bras au tempo. Mais il faut apprendre. Et le problème, c'est que là, il est bas, il est en rotation et il ne tire pas le secours. Il ne tire pas le secours, il ne tire pas le secours, il ne tire pas. Attention, bientôt il le tire. Hein, bientôt, là, il vient de le tirer. Et en fait, ce qu'il a arrêté, c'est un caisson central de son aile, là-haut. Ça marche? Et le secours ne s'est pas ouvert. Il n'a pas eu le temps. C'est-à-dire qu'il a jeté vraiment juste avant la cime des arbres. Bilan, une couture, une bière et même pas une rayure. D'accord? Non, il est cool, ça va. Alors,
On en parle après. Et ça, c'est quand tu libères à Saint-Hilaire, parce que je suis tellement habitué à faire un box au-dessus des arbres, alors que j'ai un bas système, que du coup, quand je me prends un vrac à Saint-Hilaire au-dessus des arbres, je libère, et du coup, mon aile va quand même dans les arbres. Ça s'appelle du masochisme extrême. Mais en vrai, juste pour comprendre, quand tu as un bas système, tu ne peux libérer que quand c'est un vrac twisté. C'est-à-dire, si je tombe dans mon aile, si j'ai une suspente autour de moi, je ne peux pas libérer. Tu peux baser, mais tant que tu n'as pas de... En fait, oui, voilà, mais tant que tu n'as pas quelque chose... Merci d'avoir précisé. Tant que tu n'as pas un truc autour de toi qui retienne ton aile. Et du coup, tu es quand même ravi d'avoir un box potentiellement avec des arbres si jamais tu devais tirer tes secours et que tu n'es pas au top. C'est une chance de plus. D'accord? Après, ouais, ça on pourra en parler, mais c'est vraiment généraliste pour l'arbrissage. Mais du coup, il faut savoir qu'une aile qui se pose toute seule sur des arbres ne s'abîme pas. Parce qu'en fait, elle se dépose sur les arbres. Et pour peu que votre box soit pas avec des arbres trop grands dessous, c'est pas chiant à défaire. Voilà. Donc c'est très élève. Du coup, moralité du gaz, ne pas faire de bêtises trop bas, c'est pas bien, d'accord? Ça, c'est Charles qui nous a fait très peur avec notre ami Arthur derrière, Péniche. Et honnêtement, il s'est rien fait, il s'est fait une contracture musculaire. Mais il nous a fait la plus grosse frayeur de sa vie. Là, vraiment, si une fois j'ai eu peur, c'est là. Et c'était con. Et là, c'est moi qui me suis fait peur, en fait. Un petit peu. J'étais pas très haute, en fait. Et donc, juste pour vous dire un petit peu pourquoi j'ai eu du temps pour préparer la conf, là, je fais quand même un Makeli qui est pas mal fumance. Ok? J'ai encore mal, je suis en convalescent, j'ai presque pas volé, je suis crevé. En vrai, je suis à moitié en burn-out. C'est le dernier tricks du vol. Je fais 2 petits wings pour être bien dans l'axe. Allez, j'en remets un pour être vraiment bien dans l'axe. Oh, je suis bien dans l'axe. Allez, j'amplifie. Allez, je suis bien. Allez, je le pète. Petit bras au parage pour faire tempo. Et là, hop, ça savonne. Je ne sais pas pourquoi. Hop, je fais le bras. J'essaie de me bloquer bras haut. Ça ne revole pas, ça ne revole pas. Et bah, je vous ai évité l'impact, il n'est pas beau. Mais ça fait très mal. Ça pète une côte. C'est con. Donc, 4 heures plus tard, j'attendais le scanner. Et je sais, j'ai des jambes de dingue. 12 heures plus tard, c'est vraiment dur la vie. Voilà. Alors, le box, c'est pas dur. Et donc, je vais vous faire le box pour les nuls. Vous êtes chaud? Chaud. Box pour les nuls, en rouge, c'est pas bon. C'est là où vous avez vu Hugo tout à l'heure. L'ami, c'est pas bon. Ok? Box 1, c'est le box où tu finis aussi dans les arbres. Et box 2, c'est un très bon box où tu finis pas dans les arbres. Ok? Mais les maisons, tout ça, c'est pour le Père Noël qui passe par la cheminée. Pas vous, vous pas la cheminée. Pas les tuiles, tout ça. Ça marche? Voilà. Et si on devait faire un vrai schéma, donc là c'est Saint-Hilaire, vous reconnaissez bien, je pense. C'est un site assez sympa à expliquer pour le box. Quand on décolle, on a 920 mètres du sud. On a bien décollé du sud, on a un peu plus haut. Sinon, tu perds 40 mètres à peu près. Quand tu atterris, tu es à 250 mètres, niveau mer. Ok? Ça veut dire que la hauteur, le delta de hauteur entre latéraux et le haut, techniquement, c'est 670 mètres. Malheureusement, notre parapente a une finesse qui n'est pas de l'infini. Du coup, on va arriver à peu près à 750-800 mètres. Donc, en fait, déjà, en vrai, de hauteur sous tes pieds, quand tu commences ton run, tu n'as que 500 mètres. 500 mètres, ça veut dire que la zone verte, qui est vraiment cool pour faire ton premier trick, que potentiellement tu maîtrises pas bien, elle n'est pas grande. Donc, tu as 250 mètres pour faire une connerie. Et globalement, c'est une sat rythmique. Réussi. D'accord? Quand tu es très bon, en fait, on fait plein de connexions, tout va très vite. Nous, quand on fait un heli, on perd 1 km de parachutal. D'accord? Voilà. Et donc, la zone de confort, il faut vraiment comprendre qu'elle est au-dessus des 250 mètres sol. Et si tu n'as pas de thermique, bah, globalement, fais attention. Parce que moi, il m'est arrivé, du coup, un jour, il y avait tellement de thermique de pouvoir me prendre un vrac, d'être twisté, de détwister, d'envoyer un infini derrière. Ça, c'est cool. C'était une bonne journée. Mais tu fais pas ça le vol de 8 h du matin, où tu arrives par terre. Ça marche? Donc, il faut vraiment avoir cette notion de zone de confort. Donc, repérez bien ces altitudes, ces hauteurs, parce que souvent, on se croit plus haut qu'on est. Et globalement, le gaz, c'est vraiment l'élément numéro 1. C'est ce que j'essaie de vous montrer. Du coup, pourquoi il n'a pas fait ce cours tout à l'heure direct? Détwister ou faire ce cours direct? Se battre ou renoncer? Ben, en fait, c'est simple, il n'y a pas de réponse. Quelle est ton altitude en numéro 1? Et ça, tu dois le savoir avant de faire ton tricks.
Avant de faire quelque chose, tu évalues ton altitude. Tu es très haut, tu as quand même quelques secondes pour réagir, ça va. Hein, tu tombes pas non plus à la vitesse de la lumière. La deuxième chose, c'est est-ce que je suis perdu ou dépassé? Ben, si tu es perdu ou dépassé, c'est secours direct. Tu as un doute, le doute c'est trop. Secours direct. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas dépassé, tu vois tes tours de twist, tu regardes le sol, tu regardes quel est l'élévateur qui est devant. Tu vois ce que je veux dire? Tu évalues le nombre de tours, tu n'es pas perdu, tu as encore, hop, tu passes à l'étape d'après. Est-ce que j'ai beaucoup de tours ou pas? Si j'ai peu de tours, je peux espérer détwister. Si j'ai beaucoup de tours, de toute façon, même si j'y arrive, je vais cramer mes suspentes. Autant tu tires secours, tu poses, tu replies, tu revoles. Cool. Est-ce que je suis en autoroute ou pas? Tant que tu es comme ça, mais que tu n'es pas parti plein de balles à moins 20 mètres secondes, tu as du temps. Moins 20 mètres secondes, ça défile. Parce qu'après, il faut quand même le temps de le faire. Et s'il se met d'abord dans les suspentes, qui ne souffle pas bien, que le deuxième ne souffle pas bien, que tu aies du temps après d'affaler ton aile. Parce que le problème, ce n'est pas que ça, c'est cet ensemble-là. Et donc, si tout ça est bon, bah, tu peux checker ton élévateur de devant et te battre. Du coup, je vous montre. Ça, c'est quand j'étais piou-piou, je ne savais pas voler, j'avais une aile pas adaptée, je volais que en cive. Autant vous dire que je fais ça, c'est mon tout premier Misty. Il est moche, mais on m'avait dit, tu sors en marche arrière. Et déjà, je me fais bien balloter. Hein. Je ne sais même pas faire une marche arrière, mais je fais quand même des Misty. Autant vous dire qu'il n'y a rien dans le vert là-dedans, à part la couleur de l'aile. Hein. Du coup, j'en enchaîne un deuxième. Évidemment, je veux faire un énorme tangage, mais je la fais 10 fois trop forte. Je pense que j'ai le cœur à 900. Donc là, je fais un petit amorce de décro. Je vois que ça chute beaucoup plus fort. Je ne me dis pas attends, temporise. Je l'envoie, ça c'est mon deuxième Misty. Et là, je vais relever la main, c'est génial. Hop là. Voilà. Hop, à 2 tours. La caméraman, elle a fait ah merde. Et là, en fait, tu as la petite cravate qui va bien. Tu as un côté qui shoot, un côté qui ne souffle pas. Et là, tu es bien twisté. Là, j'aurais pu faire un bras haut tempo twisté, hein, peut-être. Hein. Et bon, j'avais des bons petits tours. Et puis là, tu dis, bah allez, tant pis, secours. Voilà. Hop, regalo. Et regalo, c'est beau parce que quand tu es comme ça, c'est bien. Et là, je l'ai jeté vite. Il était en late opening, tout ça. Et comme il n'était pas bien déverrouillé, l'aile se... En fait, quand tu as un faible taux de chute, il y a peu d'effets miroirs. Quand tu as un gros taux de chute, potentiellement plus d'effets miroirs si ton aile, elle vole. Et donc, ça tombe vraiment pas vite. Et par contre, on ne peut pas forcément dire que ça va tout droit, quoi, même quand il y a peu de brise. D'accord? Et du coup, bah là, si tu te dis que c'était du dur en dessous, bah, tu te dis globalement, c'est bien d'avoir de la mousse, hein, globalement. Donc là, je prends bien mon aile pour ne pas la mouiller. Attention, poum, voilà. Allez, zou. C'était comme ça. Ouais, j'aurais pu lâcher. Hein. Alors ça, c'est maintenant. Bon, c'est en mai 2022. Je suis au lac de Garde. Première journée, dernier vol. Et premier tricks que je ne savais pas faire. Hein. J'ai essayé un cork. Et donc, sur les lits, j'ai merdé. Et là, je me dis, mais ça va se défaire. Et bien, tu lèves le bras, tu sais quel est le bon côté. Tu sais que tu es très haut, tu es au lac de Garde, c'est ton premier tricks. Et bien, tu défais les twists, en fait. Donc, en fait, tout dépend de je suis perdu, je suis pas perdu, je suis haut, je suis où. Voilà. Ouais. Et bien sûr. Tu renvoies plus fort. Si t'es pas mort, tire plus fort. De quoi la question? C'était un porc et pas un cork. On aurait dû le vocabulaire avant parce que nous on comprend rien. T'inquiète, ça vient. Ah oui, attends, il faut qu'on avance. Non, ça va. Il est tard, mais pas trop. Le coaching, l'apprentissage, tout ça, bah, vous avez bien compris, on le sait tous que on va pas inventer les figures nous-mêmes et que les tutos YouTube ont leurs limites. Donc on est pas mal à soit se coacher entre amis avec des gens qui sont bien meilleurs que d'autres. Là, vous allez voir tout à l'heure quand on va partager, échanger sur les questions, tout ça. Il y a vraiment des personnes qui ont un gros niveau dans la salle. Et puis, moi, j'ai aussi pris avec d'autres copains un coaching par Maël Jiménez, mais il y a plein de pro-pilotes qui peuvent coacher. Et globalement, ça a permis de comprendre, de corriger et de faire des schémas. Ça, c'est des schémas que j'ai fait pour les copains. Parce que clairement, on avait tous une vision fausse en même temps, par exemple, du rythme, des rythmiques. Donc en fait, le coaching, c'est vraiment important parce que la vie réelle n'est pas Instagram, quoi. Et du coup, tu ne peux pas tout apprendre sur Insta. Il y a des choses qu'on ne voit pas bien. Du coup, ce qui fait plaisir, c'est de partager, d'être coaché, tout ça. Et du coup, nous, on s'est fait des WhatsApp. Alors, on a des WhatsApp de coachés, on a des WhatsApp de groupes pour les rotes, etc. Alors, ça fait beaucoup de WhatsApp, certes, mais ça fait beaucoup de partage avec beaucoup de cœur. Si vous regardez, on met plein de cœurs et des beaux schémas. Hop là. Et du coup, pour pouvoir se coacher, pour pouvoir débriefer ce qu'on fait, on met des GoPro ou des Insta 360 aujourd'hui, tout le temps. Du moins, c'est bien, parce que l'avantage, c'est que on ne va jamais dérocher tout. Hein, parce que si tu filmes tout, ou alors c'est que tu es no life. Mais au moins, quand il y a quelque chose que tu veux voir, ou un problème,
mais tu peux le débriefer. Si tu filmes jamais, ben, le jour où tu as un problème que tu n'as pas prévu, tu ne peux pas dire « Ah, j'aurais dû filmer, quoi. » Voilà. Qu'est-ce qui est bien comme caméra et sur quoi la mettre? Mais globalement, on les met sur un support chien en général. Tous, aujourd'hui, on fait plus ou moins ça. Avant, on achetait des genouillères. On vissait un support GoPro sur la genouillère. Maintenant, on se prend un support tout. On n'est pas obligé de prendre le chien avec. Et parce que si vous prenez le chien avec, ça augmente le PTV. Mais Mika, c'était une blague. Et on la met au genou. Il y en a plein qui la mettent sur la tête, mais honnêtement, en cas de grosse détente et tout, ça augmente les risques d'avoir les suspentes coincés dedans. Mais on peut, moi, j'ai déjà coincé sur la jambe à Noël. J'ai coincé sur la jambe, ça m'a permis de faire secours alors que l'aile s'était réouverte. Donc, Internet, support chien GoPro, DocCam, ça vaut 17 balles. C'est vraiment bien. Et donc, vous voyez, en fait, ça permet de l'avoir là et d'avoir cette vue-là. Et en caméra, honnêtement, prenez plutôt des 360. Après, vous prenez ce que vous voulez. A priori, la chouchou aujourd'hui, c'est la X3. Mais elles sont toutes bien, ça va quoi. À partir d'où c'est de l'accro? Ça, plein de personnes m'ont posé la question. En fait, c'est dès que tu sors du domaine de vol. Ça, c'était à la dune du Pilat, ça, c'est à Saint-Île. Globalement, souvent, ça commence avec les inversions. Donc, c'est une prise de vitesse en 3-6. Tu fais de l'autre côté et tu fais ton inversion. C'est tout bête. Souvent, c'est ce que font les pilotes qui font leur premier 3-6 qui doivent faire la chandelle, vous savez. On dit fais contre, ok, maintenant main gauche, et ils sont restés de l'autre côté. Ils font une très belle inversion. Bon, après, il y a d'autres techniques, c'est que tu fais une inversion, tu la prends un peu plus tard, un peu plus fort, tu tires une SAT. Mais en fait, c'est le même move quasiment. Et hop, c'est un tumbling. En fait, c'est vraiment une inversion, mais que tu tiens un peu plus. Et puis, tu te penches avec un petit appui sellette et tu sors en antirythmique. Vous voyez, sellette. Comment? Tu tiens, tu lâches et t'attends, tu souris à la GoPro et tu fais un appui 7 pour sortir en antirythmique. Et puis après, il y a les zélis, les twisters. Alors, je suis vraiment nul en négatif. Ça, c'était à Cham avec un twister qui met 1 an et demi à connecter. Mais j'étais tellement heureuse de le faire. Non, mais voilà, en fait, on fait un hélicoptère à droite, à gauche. On a la moitié qui vole vers l'avant, la moitié qui vole vers l'arrière. Tu ralentis. Hop, et après, tu inverses le sens de rotation. C'est vraiment des jolis mouvements et c'est chouette à faire. Là, on a plein de pilotes qui les font bien. Après, il y a vraiment des figures qui sont très belles. C'est le Mac. Là, je vous montre un Mac de Egor. Alors, je vous ai souvent mis des images de moi parce que j'ai une aile qui est grande. C'est une 18 ou une 20. Et du coup, les figures sont lentes. Si je vous montre les champions, ça va tellement vite avec des 14 que, à moins d'être expert, on ne voit pas bien les figures. Là, c'est Egor. Ça va aller très vite parce que lui, c'est un expert. Il est en 14 et il a des bras qui sont plus grosses que vos cuisses. Attention, petite prise. Et c'est maintenant. C'est 2 tours et qui sort magnifiquement bien. Donc ça, c'est un Mac, en fait. Et c'est pour ça que j'ai dit, je montre avec une aile normale, une grande aile, hop, 2 tours de slip, et ça shoot. Ça peut se connecter en héli, tout ça. En fait, c'est une prise de vitesse, et assez tôt, tu perces la moitié rapidement, violemment, et tu remontes ta main, et ça tourne. C'est vraiment chouette. De l'intérieur, tu te fais souiller. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un Mac, que tu peux connecter avec un héli, par exemple. Après, c'est les connexions. Du coup, quand tu connectes un héli, là, vous allez voir à gauche, c'est Théo au dernier championnat. C'est super classe. Attention, boum. Gros Mac à gauche, tout héli. Et ça, c'est quand tu es très bon, tu vois, c'est radical, ça tourne très vite, ça chipote pas, ça tourne très fort, ça fait vraiment 2 tours, ça connecte un héli, il n'y a pas d'attente. Et quand tu es piou-piou acrobate, tu fais un énorme tangage ou un beau tangage, tu te positionnes, tu tiens l'élévateur et boum, tu tires. C'est ça qu'on fait pour le faire. Et tu remontes ta main et tu connectes en héli. D'accord? Voilà, globalement. Et ça, c'était le fameux Mac Heli du Sunset qui a connecté un peu mieux, d'où je me suis enflammé après. Voilà. Après, il y a les Misty. Donc, le Misty, c'est un peu la même prise de vitesse et on va faire une vrille dans le dos. Globalement, le Misty, c'est un tour d'héli dans le dos. Tu vois, tu fais un tour. Moi, ça tourne pas vite. C'était une 20 et j'ai pas de bras. Donc voilà, ça c'est vu de l'intérieur avec la 18, tu tournes, ça fait un tour dans le dos, tu fais un contre et ça shoot. Et si vous le faites en opposite avec une prise de vitesse à droite, c'est un X-Chopper. C'est super plus impressionnant et plus agréable. Et souvent quand tu le connectes en SAT, du coup ça fait des cow-boys, on en parle après. Et ça c'est mon idole du Misty, c'est Bicho Carrera. Regarde l'amplitude. Ça tourne super beau et boum. Donc c'est un tour d'héli dans le dos, hop, et qui shoot bien devant. Regardez les appuis sellettes, c'est super beau. Il se penche, claque contre,
et là, il fait un Ellie reverse. En fait, ce qui est chouette en accro, c'est qu'on va s'amuser à tout combiner. Donc, on va combiner une figure avec l'autre, et du coup, on alterne un peu la dynamique, les rotations. Et Andrej, c'est que vous avez vu tout à l'heure, qui va faire un Misty Tumble, c'est magnifique. Ressources, il tire en opposite et tumbling. En fait, c'est presque un Nick Chopper tumbling, je pense. Hein, Nick Chopper tumbling. Sinon, tu n'as pas assez de shoot, mais c'est quand même très beau. Hein. Tim, il l'avait fait en 2011. Ah, c'est un génie, Tim, hein, il fait partie des génies. Voilà. Et évidemment, les Misty, il faut des bras, surtout quand tu as une Emily, et surtout quand une Emily est grande. Du coup, plus tu es plus acrobate, plus tu te ruines. Et après, tu rêves d'avoir une aile plus petite pour moins te niquer les bras, mais ça fait beaucoup plus peur parce que ça va très vite. Et là, vous avez Vincent Tornaré, que vous avez vu tout à l'heure, qui va vous faire un twisty. Il est twisté, il fait un misty dans le dos, et il laisse shooter derrière. C'est classe, hein? Regarde. Prise de vitesse, il se twist. Dans son dos, il tourne le twist, le misty, et il revient. Donc c'est un misty twisté, et l'aile tourne, et lui, il reste comme ça, et ça shoot. Il fait le tour, regarde. Hop. Il n'y a que l'aile qui tourne. Trop classe. Voilà, ça s'appelle un twisty. Hein? Ça vous parle ou pas? Ça va trop vite? Ouais, ça va vite. Ouais. Allez, non, mais je peux rester plus longtemps, mais après, c'est autant en partager, ça va faire tard. Là, je vais vous montrer les corks. Alors, moi, il y a beaucoup de copains qui sont beaucoup moqués de moi parce que longtemps, j'ai fait des porcs. C'est presque un cork. Voilà. Je faisais des débuts de cork qui finissaient en détente. Et, donc, on faisait un corps détendu, ça s'appelle un porc. Donc, globalement, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, c'est tu fais un peu comme une inversion. Hop, et là, tu vas tirer hop, un Ellie dans ton inversion. Ou un Ellie dans un X-Chopper. Donc ça, c'est Théo, à gauche. Évidemment, il le fait twister. Et donc, le corps, ça doit toujours tourner en Ellie. C'est-à-dire, c'est un début d'inversion, tu tournes, ou d'X-Chopper, et tu startes ton Ellie, et quand tu retombes, l'Ellie doit continuer, ne pas s'arrêter. Donc là, je vais vous montrer Julien Gross, notre juge français qui est juste méga doué. Petite accélération dans la vidéo, et là, paf! Et là, il perce, et il est en Ellie. Donc là, c'est déjà une aile avec une taille un peu plus raisonnable, c'est une 17, et Julien, il est très très bon. En plus, il le fait twister, vous voyez, la prise de vitesse twistée, il ressort, boum, connecté en Ellie. Et une version plus lente, non twistée par moi, la prise de vitesse, inversion, on tire l'Ellie, et on est en Ellie. Vous voyez, ça vous permet de voir de l'intérieur ce qu'on fait pour voir le résultat que vous voyez de l'extérieur. C'est ce que j'essaie. Vous avez compris depuis le début, c'est ça que j'essaie de faire. Et du coup, quand vous voyez moi, ça paraît au ralenti. C'est ça qui est bien. Et vous voyez la joie sur le visage ou pas quand on ne tombe pas dans son aile. Et hop, on perce. Alors normalement, quand les très bons, on le perce un peu plus tôt. Et bon, j'ai tellement fait de porc et pas de cork que quand je fais un vrai cork, je suis trop contente. Voilà, donc c'est une inversion, on tire et ça fait un Ellie. Et après, on peut les faire en reverse, etc. Après, il y a le joker. Alors ça, c'est les copains qui m'ont filmé, c'est mes premiers jokers, du coup, ils sont mignons. Hop, un tour de tumbling qu'on arrête et on start un Ellie. Voilà. Et là, je crois que c'est le genou de Mika qu'on vient de voir. Hop, donc prise de vitesse. Là, je fais la prise de vitesse à gauche. Vous voyez, je suis bras haut avant. Hop, select le contre. Un tour de tumbling, on arrête l'aile et on tire l'Ellie. Des fois, on comprend presque mieux vu de l'intérieur, en fait, ce qu'il faut faire. Ça fout la gerbe. Donc là, tu fais une prise de vitesse. Donc, tu fais un tour. Donc, classique. Hein. Là, je n'ai même pas fait un tour. C'est pas bien. Hop, un tour de tumbling. Tu arrêtes ton aile. Et tu fais un Ellie. Et donc, vu de l'extérieur à VRL, parce qu'on aime bien montrer ce qui se passe à la maison, prise de vitesse. Tu sors en inversion. Clac. Tour de tumble. Et tu perces ton Ellie. Là, je n'ose pas le percer assez fort. Et je la rattrape quand même. Voilà. Ah, c'est pas le plus beau, mais j'en avais pas d'autres vues de l'extérieur. Et j'avoue que j'ai 2-3 copains à qui j'en ai demandé des vues de l'extérieur et qu'on m'en a pas envoyé. J'ai fait un peu avec ce que j'avais. Alors là, je vous montre un pro, ça n'a rien à voir. Hein. Là, il est twisté. Hop, le tumble, il arrête l'aile et il perce. Et il le fait en reverse. Du coup, ça va très vite. Donc, c'est un twisted joker reverse. Ça rajoute plein de bonus en compète. C'est 100 fois plus dur. Il est twisté dans la prise de vitesse. Il tire son tour de tumble en étant twisté, il le perce là, et il se détwiste au moment où il perce. Et il le fait en reverse. C'est tellement facile. Après, il y a d'autres combinaisons. Le cowboy, c'est le X-Chopper, d'accord, ou Misty, to Set, to Ellie. Donc vous allez retrouver ce type. Donc à gauche, c'est Andrej.
magnifique. Paf. Le mystique, il shoot devant, connecté directement. Vous avez vu, ça reste un peu en 7 et ça tourne en héli. Prise de vitesse. Il fait la ressource en opposite. Donc c'est en X-Chopper. Il perce, c'est dans le dos. Ça shoot en 7 et il perce l'héli. Kevin Phillips au milieu. Grosse patate quand il perce, hyper radical. Ça tourne, ça shoot oblique et ça tourne direct en héli. Je trouve que sa vidéo elle est trop belle. Je crois que c'est Aulus. Hein. Prise de vitesse. Il le perce. Hop, il laisse shooter bras haut et il la tient en héli. Et là, c'est Olivier à droite qui nous en fait un magnifique. Prise de vitesse. Il perce le Misty, il laisse shooter et il perce la SAD pour être en héli. Voilà. Alors après, on fait d'autres combinaisons. Ça, je m'étais amusé à faire des trucs un peu rigolos. Donc là, je vais faire un Mac, tout héli, tout SAD, tout rythmique. Donc là, on fait un Mac, on se tient à l'extérieur, on perce rapidement, on connecte en héli, on va sortir de l'héli en SAT et on va rythmer la SAT jusqu'à monter dans l'axe. Donc ça, c'est des moves qui sont un petit peu violents au début, et puis en fait, plus on monte, plus c'est cool. Et en fait, la SAT, c'est comme si tu faisais du tangage à l'extrême. Tu retiens un côté, tu shootes, et à chaque fois, ça fait déraper. Ça fait déraper ton aile jusqu'à la mettre dans l'axe. Et après, tu sors, et après, tu peux connecter en héli ou pas. Et, voilà. Et vu de l'extérieur, alors j'ai pas avec le même début, mais là, tu es en héli. Et tu es en héli, tu vas laisser shooter en relevant globalement la main extérieure. La main intérieure en SAT, et là tu vas rythmer, c'est ce que vous venez de voir en vue intérieure, tu vas rythmer la SAT, donc là tu lâches, tu prends, tu lâches, tu prends, tu lâches, tu prends, tu lâches, et ça va de plus en plus dans l'axe, tu fais déraper l'aile dans ton dos, et ça y est, là c'est dans l'axe, et une fois que tu es dans l'axe, c'est chouette, bah, du coup tu as monté ta rythmique, tu en sors en héli, et puis là je peine à connecter en héli. C'est une connexion horrible et miséreuse, mais bon, voilà. Je débute. Et après, il y a le fameux infinite qu'on connaît tous. Hein, c'est la figure qui fait rêver tout le monde alors que c'est la plus facile. Globalement, dans les figures un peu avancées, en vrai, hein, c'est vraiment l'inversion que tu tiens où tu tires une SAT. Et c'est assez beau, c'est impressionnant. Alors de l'intérieur, c'est que dalle. Vous voyez, on prend une prise de vitesse d'un côté, on change d'appui sellette. Vous voyez qu'il n'y a même pas eu de contre. On tire la SAT et on lâche. Et après, on corrige l'axe avec le RIP si on a besoin. Et après, ça tourne tout seul. Et quand on en a marre de tourner, soit on laisse bras haut en antirythmique, soit on fait un décro quand on a l'aile sous les papates. Voilà. Donc globalement, l'épanouissement de l'acrobate, c'est avoir souvent du neuf, se bouger, faire de l'exercice physique, faire de la cohérence cardiaque souvent avant le déco. Parce qu'il ne faut pas croire, on a tous souvent peur. On n'est pas toujours bien. On a des up et des down. On a des phases où on doute. Des fois, on se prend des vracs. Il y a tout ça. Quand on va tester des nouvelles figures, on a les mêmes watts. Hein. D'accord ? Et des fois, avant de faire une nouvelle figure, moi je me souviens, Noël dernier, j'avais jamais fait de joker. Et tu es en autonomie, il n'y a plus de cive pour apprendre les jokers. Tu n'as pas quelqu'un en oreillette. Donc tu regardes 3 vidéos, tu échanges avec des copains qui en font. Ils disent « Mais t'inquiète, c'est facile ». Première phrase. Deuxième phrase. « C'est pas dur. Tu tournes, tu contres, tu tiens, tu stop et tu fais un héli, quoi. » Ok. Et du coup, tu arrives et tu dis, bon, allez, quoi, on va faire un joker, quoi. Et souvent, c'est ça. Donc, il faut imaginer que le rôle des potes, du coaching, du compagnonnage, des vidéos, il est hyper important. C'est aussi pour ça qu'on se motive tous les uns les autres, qu'on se filme. Faut beaucoup, et donc, on a besoin aussi de faire de la cohérence cardiaque. Respirer, se poser, être bien avant. Il faut jouer, il faut analyser, il faut partager avec les copains. Il faut rester dans le flow, c'est-à-dire qu'il faut avoir un degré d'engagement qui progresse avec ta progression en compétences. Si tu progresses en compétences et que tu n'engages pas, tu vas t'ennuyer. Mais si ton engagement va plus vite que ta progression en compétences, tu vas te faire bobo, quoi. Donc ça, c'est... Et on y passe tous, hein, priori. J'en connais pas qui ne se soient pas fait bobo, quasiment. Et il faut avoir une bonne hygiène de vie. À chaque fois que je me suis planté, je vous jure, c'est vrai, j'avais jamais dormi, ou j'avais picolé la veille, ou j'étais en mode burn-out. À chaque fois que je me suis vraqué, ou que j'ai fait secours, ou que je me suis fait mal, à chaque fois, je n'avais pas respecté le B à bas du flow et de l'hygiène de vie. Du coup, parce qu'on est junk addict.
Du coup, si vous devez récupérer et garder qu'une idée en tête, et je pense que c'est pareil pour le cross, hein. C'est la même chose, c'est respecter votre flow, être un petit peu à l'écoute de son corps, tout ça. Et n'oubliez pas que faire à moitié, c'est l'échec au carré. D'accord? C'est-à-dire que vous faites de l'accro, mais vous n'avez pas le matos, ou vous ne savez pas acheter le secours, vous ne gérez pas, etc. C'est là où ça devient dangereux. Vous ne gérez pas le box, ça devient dangereux. En vrai, apprendre l'accro avec du bon matos adapté, progresser, être encadré, être entouré avec des amis, avoir du matos qui va bien, avoir compris un box et respecter toutes ces règles, en vrai, jeter un secours, c'est cool. Il y a très peu de risques pour qu'il se passe quelque chose. Le problème, c'est si on le gère mal et qu'on n'a pas un bon box, pas le bon secours, qu'on gère mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc retenez vraiment ce que je vous ai dit, des secours pliés régulièrement, des secours qui fonctionnent bien, ce que vous avez vu. Le taux de chute, je ne sais pas si vous aviez lu tout à l'heure, j'étais allé vite, mais le taux de chute du Rogallo, 3,8 mètres secondes. Le taux de chute d'un parachute de base, c'est 5,6. Ça n'a rien à voir. Ça, le taux de chute, comme ça. N'oubliez pas que vous pouvez avoir les effets miroirs et tout. OK? Ou tout qui n'est pas bien ouvert. Donc, il faut vraiment. Et puis tomber dans un champ avec des pommes de terre, c'est pas comme tomber en vrai à 1 mètre d'un poteau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment là-dessus avoir quelques règles qui vont bien. Donc, faire à moitié, c'est l'échec au carré. N'oubliez jamais que l'effet de Dunning-Kruger, on l'a tous. Ça veut dire qu'on passe tous par un excès de confiance typique de la personne qui réussit tout du premier coup. T'en es là-haut, mon chat. Swan. T'en es là-haut, obligatoirement. Et on ne sait pas quand tu vas descendre la vallée du désespoir. Demande à Théo combien de fois il s'est fracassé. Il y a un moment donné, quand il arrivait à l'hôpital, on le tutoyait. D'accord? Donc, non, mais et ça ne veut pas dire que c'est meilleur. OK? Ça veut dire que apprendre en se brisant, c'est dommage. Et on passe tous par là. Là, cette année, moi, j'ai bien payé. Hein. D'accord? Cette année, moi, j'étais dans la vallée du désespoir hein, cet été. Non, mais il faut... OK? Pourtant, je passe l'infinite. Hein. Cool, tranquille. Une main, en rigolant. Donc, globalement, la bobologie 2023, elle n'a pas été très géniale. On est pas mal à s'être fait des petits bobos. Et globalement, 100% de nos bobos sont 100% de notre faute. OK? Il n'y en a pas un dans la liste des bobos où c'est pas de sa faute. Et quand on tombe avec un parachute de secours, on tombe comme ça, pieds joints, pas comme ça. Ça, c'est au judo. D'accord? T'as compris, Olivier? Non, c'est pas que pour lui. Et quand il y a de l'orage, Lucas, quand tu regarderas cette vidéo, on va poser avant l'orage. D'accord? C'est quand même pété C2 quand même, le copain. D'accord? On a failli perdre un ami quand même. Sérieux, t'as pas envie de les nourrir, quoi. Tu vois, je préfère faire des soirées comme ça, quoi. Donc cette année, côté vigilance, on s'est tous pris des bons warnings. Et clairement, c'est pas de la faute à l'accro. C'est la faute à la connerie de nous, en fait. On a vraiment... d'où l'importance de ces soirées, même pour nous. Parce qu'en fait, c'est ces soirées qui font qu'on est obligé un peu de se recadrer, tu vois, derrière. Et Hugo, tu nous en parleras, en fait, de ton secours. Hein, tu nous diras, toi, ce que tu as vécu, mais l'importance du groupe dans lequel on échange, sur ton box et tout. Parce que il va vous raconter une histoire. Parce que là, vous avez compris, c'était l'intro, en vrai. On va partager. Mais voilà, je pense que même si toi, tu commences à en parler, c'est top. Mais bon, voilà, ce qu'on voit du succès et tout, c'est vraiment piégeux. Parce qu'on est dans un monde Instagrammé et où on adore. Je suis la première hein, à aimer poster une belle vidéo. Au début, quand je faisais des wing-over, je prenais le moment où l'aile était la plus basse, tu sais, où je croyais que j'étais dans l'axe. Puis après, tu fais des sats rythmiques. L'aile, elle est là-bas. Toi, tu crois que tu es dans l'axe. Tu as une GoPro 360. Tu vas changer la truc pour qu'on croit que tu es dans l'axe. Genre, tu as la forêt qui est oblique. Tu passes ton aile au-dessus de la forêt oblique. Tu vois. Personne n'y croit. Toi, tu es dedans. Tu vois. Bref, voilà. Ça, c'est un piège. Ça fait faire des conneries. Et s'il y a vraiment encore un take-home message à avoir, c'est qu'on apprendrait beaucoup plus de nos erreurs si on ne se concentrait pas à comprendre comment les nier. On fait tous des erreurs. Je vous l'ai dit, c'est normal. C'est apprentissage. Le problème, c'est pas se planter, c'est pas faire secours, c'est pas prendre 3 tours de twist. On prend tous 3 tours de twist. Apprendre les hélices, ça prend du temps, on se met des vracs, apprendre les twisters. Et dès que tu sais faire un truc, tu vas faire un truc de plus, de toute façon. D'accord? Et quand tu deviens meilleur, tu vas le faire plus vite, avec une aile plus petite, plus énervée. Du coup, forcément, on se met des détents, on se met des vracs. Du coup, l'idée n'est pas de nier nos erreurs. L'idée, justement, c'est comprendre et apprendre et partager nos erreurs. Vous avez vu, je vous ai mis une banque de données de mes potes et moi-même sur toutes les boulettes, hein, quand même.
Il n'y a pas besoin de chercher loin sur Insta. Hein. Voilà. Alors, parmi vous, il y en a peut-être qui vont vouloir faire des compètes. C'est super sympa. Soyons franchouillards à Roquebrune, tous les hivers, en novembre. Il y a une compète très sympa qui finit en général avec un très très bon... C'est quoi la boisson de Gabi? La caipi. Il fait une potion magique. T'en bois 2 verres, tu vois les esprits. Tu vois le truc. Bref, voilà, c'est plutôt sympa et convivial. Donc, dans la salle, on a des champions qui ont été sur les premières places du podium, dont on peut être super fier ici. Et puis après, c'est une très belle occasion de laver ton matériel. Hein. Si vous voulez racheter mon matos, en général, je peux écrire « n'a pas vu l'eau »,« jamais de détente », tout ça. Après, ça permet d'attendre des heures au froid et de se les peler. Ça permet d'avoir de la frustration ou ça permet de regarder les copains. Parce que là, je devais faire la compète de son show. Vous voyez, et j'étais seulement en train de cicatriser depuis 9 jours de ma 2e boîte de l'année. Et donc, qui pose comme un blaireau à latéraux, prépare mieux la soirée, quoi. Voilà, donc il y a des comptes à follower, évidemment, parce qu'on a la chance en France et autour de nous dans notre discipline d'avoir plein de personnes géniales. Alors là, j'ai vraiment pas mis tout le monde, mais là, il y a plein de comptes à regarder parce qu'il y a vraiment de quoi rêver. Et puis, gardons du fun. L'accro, c'est pour se faire plaisir et c'est un truc de potes parce que nous, on passe beaucoup de temps en rod, beaucoup de temps en l'air sur les mêmes spots. On fait des 3-6 synchro, des touchés d'ailes et tout. Alors, Romain, il aurait adoré être là ce soir, il ne pouvait pas. Mais quand on est à Vérel ensemble, on s'est fait un tip touch, mais qui a duré je ne sais pas combien de temps. C'est limite à être encrypté sur Canal+, quoi. C'est-à-dire que le tip touch, il dure tellement longtemps. Après, on s'est fait des touchés de fesses, des touchés de mains. On se fait des checks oreilles. Bref, on fait que des trucs comme ça. C'est très rigolo. Là, c'est toujours la même vidéo en tip touch. Hein. Bon, voilà. Donc, globalement, si tu as des potes qui te ressemblent, c'est la clé du bonheur. Hein. Voilà. Nous, on adore être tassés dans des vannes. Il n'y a pas de policiers dans la salle. Voilà. Donc, ne regardez pas les plaques d'immatriculation. Mais globalement, voilà, l'idée, c'est de se marrer, de faire ça. On a 2 groupes. À gauche, c'est la DAT de Cacro Team, c'est plutôt Saint-Île. À droite, c'est le VRAC, c'est plutôt Vérel. Et pour rentrer, globalement, il suffit de ne pas avoir un très bon après-shampoing. Globalement, non, c'est d'être autonome en décro et d'avoir envie d'intégrer une bande de gens qui aiment faire beaucoup de bilan carbone. Voilà. Et puis après, est-ce que c'est une question d'âge ou pas, ou de rêve, ou de folie? Malheureusement, non, en fait. C'est parce qu'on arrête de rêver qu'on vieillit. Et je trouve que l'accro, c'est vraiment une discipline qu'on va pouvoir faire de plein de façons, avec notre style et tout. Et du coup, il y a, comme je disais tout à l'heure, c'est pas genré, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas tout ça. Et ce qui est génial, c'est qu'on a des groupes qui sont hyper diversifiés et qui sont hyper solides. Et on a beaucoup de plaisir tous ensemble pour les rods. Voilà. Je vous remercie beaucoup parce que c'était la première partie de la soirée. Et maintenant... Ouais.